Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment va se dérouler notre rencontre de cet après-midi. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'a été mon parcours, c'est-à-dire l'arrestation, le voyage dans les fameux wagons à bestiaux et ce qui se passe dès le premier jour quand on arrive à Auschwitz. Et ensuite, pendant la deuxième partie, eh bien, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je veux simplement vous préciser qu'il n'y a pas de questions bêtes et qu'il n'y a pas non plus de questions taboues. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et ce que je tiens à vous dire pour commencer, c'est que je ne viens pas ici pour me faire plaindre, pour vous dire combien a été dure la vie des femmes à Auschwitz. Je viens tout simplement pour que vous sachiez, vous, les jeunes, la jeune génération, ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes uniquement parce qu'ils étaient nés. Ils étaient nés juifs, ils étaient nés tziganes, ils étaient nés slaves aussi. C'était pas la guerre, c'était pas un conflit. C'était uniquement parce que le Troisième Reich, c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne, avait décidé d'éliminer les Juifs d'Europe ainsi que les Tziganes. Alors il n'y a pas d'explication, ça s'est passé comme ça. Vous notez ceci tout simplement. Alors quant à moi, je suis née en 1929 à Paris, dans le 12e arrondissement. Mes parents étaient arrivés en France 5 ans plus tôt. Alors mes parents vivaient en Pologne, où les générations étaient établies les familles étaient établies depuis des générations. Et ils décident, dans les années 20, de quitter la Pologne parce qu'il y avait, à ce moment-là, un antisémitisme terrible, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible pour les Juifs de s'insérer dans la nation polonaise. Bien des métiers leur étaient interdits, il y avait des quotas dans certaines écoles, ils vivaient tout à fait repliés sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, s'est greffée en plus une crise économique, donc pour toutes ces raisons, mes parents ont décidé de partir. Alors, ils quittent la Pologne et ils choisissent de venir vivre en France. Alors, pourquoi la France ? Eh bien, c'est très simple. Parce que la France avait, en Europe centrale, une aura incroyable. Vous savez que c'est le pays qui, le premier, avait fait la Révolution. Eh bien, les Juifs qui n'étaient pas des citoyens, à part entière, 2 ans plus tard, avaient été émancipés. Et puis la France, pays des droits de l'homme, terre d'asile, terre d'accueil. Pour toutes ces raisons, mes parents choisissent la France. Donc, ils arrivent à Paris. Peu de temps après, ils ont un garçon, mon frère, et moi, comme je vous le disais, je suis née 5 ans plus tard. Alors, très brièvement, je vais vous parler de ma famille pour la situer, et je vais vous dire en tout premier que je suis née dans une famille où on ne pratiquait pas du tout la religion juive. Mais il y avait cependant quelque chose de très fort qui nous rattachait au judaïsme. Alors, qu'est-ce que c'était ? C'était d'abord la culture et c'était surtout le langage. C'est-à-dire qu'avant d'apprendre le français, mes parents à la maison parlaient le yiddish comme parlaient les juifs en Europe centrale ou ailleurs. Qu'est-ce que c'est le yiddish ? Eh bien, c'est une sorte de langue qui provient d'un vieil allemand, d'un allemand du Moyen-Âge. Parce que lorsqu'ils avaient été chassés de Rhénanie, en partant, ils avaient emmené la langue qu'on parlait dans le pays, et au fur et à mesure qu'ils se sont déplacés dans n'importe quel pays du globe, ils ont continué à parler ce yiddish. Alors, vous pouvez comprendre que si le yiddish provient de l'allemand, ça ressemble à l'allemand. Alors, il y a probablement parmi vous des élèves qui étudient l'allemand, mais je dirais que ça ne ressemble pas à l'allemand littéraire. Ça ressemble à un allemand très courant, très ordinaire, un allemand de tous les jours. Mais pour moi, ça a été ma langue maternelle, puisque c'est la première langue qu'on a parlée à la maison. Eh bien, ça m'a permis. Lorsque je suis arrivée à Auschwitz à 14 ans, ça m'a permis de comprendre les ordres qui étaient toujours donnés en allemand. Et vous savez, il n'y avait pas d'interprète. Quand on ne comprenait pas, on était systématiquement battu. Eh bien, voyez, le fait de comprendre les ordres m'a évité quelquefois d'être battu. Alors, mon père était tailleur sur mesure, ça veut dire qu'il travaillait à la maison, ma mère l'aidait. Quand on rentrait d'école, mon frère et moi, nos parents travaillaient à l'atelier à la maison.
Eh bien, ça a permis à mon père de beaucoup, beaucoup nous parler pendant ma petite enfance. Et mon père nous expliquait combien avait été dure la vie en Pologne, dans un pays qui leur était hostile, et il n'arrêtait pas de nous faire remarquer, à nous les enfants, la chance que nous avions d'être nés en France, d'être devenus français et de vivre en France, dans un pays libre sous la République. Et je peux vous assurer que mes parents se félicitaient sans cesse d'avoir choisi la France pour venir y vivre, et ils s'y sentaient vraiment très heureux. Et puis voilà, arrive septembre 1939. Alors vous les élèves, ça vous évoque quoi septembre 39 ? Voilà, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, moins d'un an après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les troupes allemandes envahissent la France, en mai 40, envahissent la France. Eh bien, il y a à ce moment-là, dans tout le nord du pays, dans votre région, un immense exode. Les gens partent, fuient l'arrivée des Allemands, partent par n'importe quel moyen de transport qu'ils trouvent, et dans la capitale, c'est pareil, c'est l'exode. Alors, bien des écoles ont été évacuées. Il se trouve que l'école que je fréquentais, dans le 19e arrondissement, on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas été évacuée. Et moi, j'ai à ce moment-là 10 ans et demi. Lui, mon frère, a 16 ans. Moi, j'ai 10 ans et demi. Alors, mes parents pensent que pour moi, la plus petite, il serait préférable de m'envoyer à la campagne, afin d'éviter d'éventuels bombardements, afin que je ne connaisse pas de restrictions alimentaires. Ils décident de m'envoyer à la campagne. Et par l'intermédiaire de ma tante, qui a une amie dont la nièce vit dans les Deux-Sèvres, à 30 km de Niort, dans un tout petit village, ils m'envoient donc me réfugier dans ce petit village. Mais là, je vais insister sur le mot réfugié. Mes parents m'envoient me réfugier comme tous les autres enfants, juifs et non juifs. Absolument pas me cacher en tant qu'enfant juif. Vous avez tous probablement entendu parler des enfants cachés juifs pendant la guerre. Mais il se passe une chose, c'est que lorsque les Allemands envahissent la France en 1940, on ignore totalement ce qui va se passer par la suite. Vous savez qu'à l'époque, d'accord, il n'y a pas la télévision, mais il y a la presse. Il y a la radio. On sait très bien ce qui se passe en Allemagne pour les Juifs. On sait qu'ils sont persécutés, qu'on ne les laisse pas travailler, qu'on leur saisit leurs biens, qu'on les expulse. Mais on ne peut pas imaginer que ce qui se passe en Allemagne sous Hitler va se reproduire en France sous la République. Donc, les Juifs qui vivent en France ne se sentent pas particulièrement concernés. C'est la grande tristesse parce que la France est occupée, mais ils ne savent pas du tout ce qui va arriver par la suite. Alors donc, comme il n'y a aucune raison de se cacher, la personne qui me reçoit à la campagne, dans un tout petit village des Deux-Sèvres, un tout petit village où il y a 9-10 fermes, elle dit à ses voisins, bah tiens, j'attends une petite juive qui va arriver de Paris d'un jour à l'autre. Eh bien, j'arrive donc dans ce village, les gens connaissent mes origines, eh bien je suis reçue à bras ouverts. Tout de suite les gens m'entourent chaleureusement, et je peux vous dire que pendant tout le temps où je vais rester dans ce village, je n'aurai jamais la moindre réflexion sur mes origines. Je fais partie du village, je suis vraiment l'enfant du pays. Vous savez, quant à moi, je m'habitue très bien à la vie de la campagne. Pour moi, c'est une nouveauté, ça me plaît beaucoup. Je vous dirais que j'y apprends immédiatement le patois poitevin que j'ai pas oublié, que je parle encore maintenant, et quand je vais plusieurs fois par an dans le village voir mes camarades de classe, on a plaisir à parler patois. Arrive la rentrée en octobre, je suis scolarisée. L'année d'après, j'obtiens mon certificat d'études. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans ces petits villages, que l'on nomme maintenant la France profonde, on ne subit pas du tout la pression de l'occupation comme dans les grandes villes. C'est tout à fait différent. C'est à part un ou deux Allemands qu'on aperçoit qui viennent se ravitailler, on n'entend pas le fameux bruit des bottes que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents vous parleront. Il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de couvre-feu. La vie s'y déroule relativement calme. Et cette vie relativement calme et paisible, eh bien, elle va durer comme ça pendant 2 ans. Et maintenant, on arrive à la deuxième quinzaine de juillet 1942. Et c'est là que je vais recevoir une lettre de mon père qui m'annonce que ma mère vient d'être arrêtée et déportée en Allemagne. Et il me dit que lui et mon frère ont échappé à cette arrestation, mais qu'ils ne peuvent pas rester à la maison, c'est dangereux. Ils vont se chercher un endroit pour se cacher dans la banlieue. Il me communiquera sa nouvelle adresse dès qu'il l'aura,
Et en bas de sa petite lettre, mon père m'écrit qu'il pense que moi, je suis plus en sécurité chez Alice. Alice, c'est ma nourrice. Il veut que je reste à la campagne, chez elle. Alors, quand je reçois cette lettre de mon père, j'ai 12 ans et demi. Je suis au courant de rien. Pour ne pas m'effrayer, mes parents ne m'ont jamais écrit que l'année d'avant, en 1941, on a arrêté beaucoup d'hommes juifs chez eux, qu'on a envoyés après, qu'on a parqués dans les camps du Loiret. Ils ne veulent pas m'effrayer, ils ne me disent rien. Ce qui fait que la première arrestation et déportation que j'apprends, c'est celle de ma mère. Vous pouvez imaginer du choc que c'est pour moi. Vous savez, c'est carrément le ciel qui me tombe sur la tête. Alors, que s'est-il passé pour ma mère? Il s'est passé effectivement qu'elle a été arrêtée lors de la grande rafle du 16 juillet 1942, que l'on a surnommée la rafle du Veldiv, parce qu'on a parqué les familles dans l'ancien vélodrome d'hiver, mais c'était la toute première fois que l'on arrêtait des femmes et des enfants. Comme je vous le disais, l'année d'avant, on a arrêté les hommes, mais là, on n'avait jamais arrêté des femmes ni des enfants. Eh bien, la veille du 16 juillet, la veille de cette grande arrestation, qu'est-ce qui se passe? C'est le 15. Le 15 juillet, ont été consignés dans la cour de la préfecture de Paris un grand nombre de policiers français. On leur a donné des listes et on leur a dit demain matin, vous arrêtez tous ceux qui sont sur la liste, les hommes, les femmes et les enfants aussi, sans distinction d'âge. Eh bien, sachez qu'il y a des policiers qui se sont échappés et qui sont allés prévenir des familles qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça que, du côté de la famille qui par la suite, après la guerre, deviendra la famille de mon mari, eux ont été prévenus par des policiers et qui leur ont dit « Ne restez pas chez vous, demain matin on arrête tout le monde, même les femmes et les enfants, prévenez le plus de gens que vous pouvez. » Parce que vous savez qu'à cette époque-là, le téléphone fixe n'était pas vulgarisé comme maintenant, il y avait les notables ou les commerçants qui avaient le téléphone. Et alors mon beau-père lui est allé dans son coin, dans son quartier, prévenir le plus de gens qu'il connaissait. Mais vous savez que c'était une nouvelle tellement énorme qu'on arrête les femmes et les enfants que le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Alors cette nouvelle, elle est partie comme une nuée de poudre. Alors du côté de mes parents, qui eux ne connaissaient pas de policiers pour les prévenir, eux ont eu connaissance de ces bruits qui disaient que demain matin, on allait arrêter même les femmes et les enfants. Eh bien malheureusement, ma mère n'y a pas cru. Et ma mère a dit à mon père, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va arrêter des femmes et des enfants, pourquoi faire? Elle savait très bien que l'année d'avant, on avait arrêté des hommes, et des hommes, c'est pour aller travailler. Qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes? Alors, elle n'y a pas cru, elle a dit à mon père, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes et des enfants? Ça lui a paru inimaginable. Donc, elle a eu peur pour mon frère, qui était un grand jeune homme déjà, et pour mon père. Elle les a obligés à aller se cacher chez des voisins, et elle est restée à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a donc été arrêtée. La nuit du 15 au 16 juillet, elle a été arrêtée par la police française. Alors, comme je viens de vous dire que le bouche à oreille a très très bien fonctionné, eh bien ça a permis à la moitié, on considère d'après les archives qu'on a, à peu près la moitié des gens ont échappé à ces arrestations. Mais ces gens qui avaient échappé à cette arrestation ne pouvaient plus rester chez eux. Leur identité était connue, on pouvait venir les arrêter d'un moment à l'autre. Il fallait qu'ils se cherchent un domicile. Eh bien, il y a eu, au lendemain de ces grandes arrestations, un immense élan de solidarité tout azimut. Il y a eu d'une part, il y a eu les scouts, les éclaireurs juifs qui sont allés dans des maisons pour voir s'il y avait des enfants qui avaient échappé aux arrestations pour pouvoir les cacher à la campagne. Il y a eu ce qu'on appelle l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui est intervenue. Il y a eu aussi des mouvements de résistance juifs qui sont venus voir s'ils pouvaient cacher des personnes. Et il y a eu également, parmi la population parisienne, des gens qui n'étaient pas concernés, des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui ont assisté à ces arrestations. Et vous savez, quand on parle avec des gens très âgés encore maintenant, qui nous racontent quand qui ont vu les arrestations, ils disent que c'était des choses absolument épouvantables à voir. Ces gamins qu'on traînait, qu'on sortait du lit, qui étaient à peine qui dormaient encore avec des petits baluchons, ceux qui ont assisté à des arrestations en ont encore le souvenir maintenant. Eh bien, il y a eu donc des gens qui n'étaient pas concernés, qui ont abrité, qui ont hébergé des familles qui avaient échappé à les arrestations. Alors vous, maintenant, les élèves de première et de terminale, comment appelle-t-on de nos jours
ces Français qui ont sauvé des familles juives pendant la guerre. J'entends des murmures. Ouais, des justes. Eh bien, vous savez que l'on dénombre actuellement près de 4000 justes en France, en considérant bien qu'un juste a caché plusieurs personnes. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à ces justes français que si l'on compare maintenant la France aux autres pays occupés d'Europe, tels que la Belgique, la Hollande, l'Italie ou la Grèce, on s'aperçoit que c'est en France que les Juifs ont pu le plus se cacher. Bien sûr, tous ceux qui ont été déportés, c'est beaucoup trop, mais c'est tout de même en France qu'ils ont pu le mieux survivre. Alors, vous pouvez comprendre qu'après la lettre de mon père, qui m'annonce l'arrestation de ma mère, vous pouvez comprendre que c'est plus la petite vie tranquille, paisible, que je mène avec mes copines à la campagne. Là, c'est un tournant. Là, je réalise exactement ce qui se passe, qu'on peut arrêter mon père ou mon frère, et c'est vraiment, tout va changer, hein, tout va changer, et là, c'est le stress qui s'installe. Je vais guetter le facteur tous les jours, et je ne recevrai jamais aucune nouvelle de ma mère pendant tout le temps où je vais rester dans ce village. Je vous dirais qu'aucun déporté ne donne des nouvelles, les gens qui sont arrêtés, c'est fini, sont rayés de la carte, on n'a aucune nouvelle. Et la vie va continuer maintenant, bon an, mal an, pendant 1 an et demi. Et là, maintenant, on arrive à la nuit du 30 au 31 janvier 1944. Alors, c'était un dimanche soir à minuit 15. Vous savez, si je suis précis, c'est parce que j'ai le procès verbal de mon arrestation que m'ont donné les archives départementales. Je sais exactement comment tout s'est passé. Alors, il est donc minuit 15, un dimanche soir, 3 gendarmes de la gendarmerie de Melle, qui se trouve à 8 km du village, arrivent, réveillent ma nourrice et lui disent « On vient chercher la petite juive qui vit chez vous ». Ma nourrice, elle est complètement affolée complètement, mais elle répond « Enfin, c'est pas possible, vous n'allez quand même pas emmener cette gamine ». Moi, j'ai à ce moment-là 14 ans et 2 mois. Eh bien, les gendarmes sont 3. Vous voyez, on a délégué 3 gendarmes pour m'arrêter. Eh bien, parmi les 3 gendarmes, il y a un brigadier qui, lui, est responsable des 2 autres. Il lui répond sèchement, comme ça. Il lui dit « Nous, on a des ordres. Si on ne la trouve pas, on prend votre mari. » Alors, elle vient dans ma chambre. On habite une petite maison de plein pied. Hein. Ma chambre est au bout de la maison. Alors, elle arrive dans ma chambre et elle me dit « Les gendarmes, ils sont là pour toi. Ils sont venus te chercher. Ils ont dit que si on ne te trouvait pas, on emmenait Paul. Paul, c'est son mari. » Ben, je peux vous dire que la pensée, ça va extrêmement vite. Hein. Pendant qu'elle m'explique ça, moi, j'ai immédiatement réalisé que je peux me sauver par la porte-fenêtre de ma chambre. Il y a une autre porte-fenêtre dans ma chambre. Je peux me sauver par là, aller chez n'importe quel voisin d'à côté. Ils m'ouvriront parce qu'ils m'estiment bien. Mais quand elle me dit qu'on menace d'arrêter son mari si on ne le trouve pas, ben, pour moi, il est impensable de laisser arrêter son mari à ma place. Alors bon, bah, je baisse les bras, je lui dis, bon, bah, je peux rien faire, je reste. Alors, ma nourrice revient, elle était partie encore parler avec les gendarmes, elle revient dans ma chambre, et elle me dit, les gendarmes m'ont demandé que tu emmènes du linge de rechange pour plusieurs jours, et à moi, ils ont demandé que je te prépare aussi des vivres pour quelques jours. Alors, comme on est en hiver, bah, je prépare 1 ou 2 pulls, je fais un petit baluchon. Ma nourrice qui fait ses conserves elle-même n'a pas de mal à trouver des vivres qui se gardent. Elle fait un petit paquet, mais elle s'en tient pas là. C'est elle qui va réveiller les voisins d'à côté. Alors, parmi les voisins les plus proches habite son frère et habite également l'adjoint au maire de la commune. Alors, il arrive tout essoufflé, à toute vitesse il arrive. Alors, c'est un monsieur d'un certain âge, mais qui a un certain charisme, qui s'exprime bien. Alors, il discute avec le brigadier, et il lui dit, mais enfin, vous pouvez très bien dire que vous avez eu un problème avec la voiture, que vous avez crevé un pneu. Vous pouvez aussi dire que quand vous êtes arrivé, la petite était déjà partie. Eh bien, vous voyez, ils ne veulent rien savoir. Vous savez, on a toujours pensé que s'ils n'avaient été que 2, ils se seraient probablement laissés convaincre. Mais comme ils étaient 3, l'un a dû avoir peur de l'autre, ils n'ont rien voulu savoir, et malgré les pleurs de ma nourrice et tous les arguments du maire, ils m'embarquent. Alors, ils m'embarquent dans la voiture avec laquelle ils étaient venus. Les gendarmes circulaient à ce moment-là dans les tractions avant de couleur noire, et ils m'emmènent à Melle, dans la gendarmerie dont ils dépendent, qui est à 8 km. Alors, on arrive à la gendarmerie, vous savez, il est déjà tard, la nuit est avancée, les discussions ont duré longtemps. Eh bien, le capitaine de gendarmerie, il est là. Il est devant la porte de la gendarmerie,
il est là, vous voyez. Il a lancé un ordre de mission, il veut savoir si ça réussit. Et là, il me fait rentrer dans son bureau, et il commence à me cuisiner, mais il n'y a pas d'autre mot pour connaître l'adresse de mon père. Alors, si je vous parle de ce passage à la gendarmerie, c'est tout simplement pour que vous compreniez le zèle de ce gendarme. Non seulement on arrête une gamine de 14 ans, mais on peut aussi avoir l'adresse du père qui, lui, est encore en liberté. Bon, bah, écoutez, j'ai à peu près, bon, je parle souvent au troisième, alors vous êtes plus âgé que mon âge, mais enfin, c'est à 14 ans, on n'est pas des bébés, hein, il n'est pas question de donner l'adresse de mon père. Alors je lui dis, je sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Alors, il ne m'a pas brutalisé, mais il essayait de m'intimider au maximum. Et à la fin, il me dit, mais enfin, quand même, ton père, il t'écrit. Alors, je lui réponds, non, monsieur, mon père ne m'écrit pas. Depuis qu'on a arrêté ma mère, je suis sans nouvelles de mes parents. Et là, je vous fais remarquer qu'il ne m'a posé aucune question sur ma mère. Vous voyez, il est bien renseigné. Ma mère est arrêtée depuis 1 an et demi. C'est une chose, c'est classé. Ce qui l'intéresse, c'est mon père qui, lui, est encore en liberté. Et au bout d'un moment qui m'a paru assez long, quand il a compris que je n'étais pas décidée à parler, il m'a fait sortir de son bureau. Et moi, j'étais bien contente qu'il me laisse sortir parce que pour moi, c'était dur cet interrogatoire. Alors, les gendarmes m'ont repris encore une fois dans la voiture dans laquelle ils étaient. Et là, ils m'emmènent dans la ville principale des Deux-Sèvres, à Niort, dans une sorte de dépôt où on avait parqué toutes les personnes juives qui avaient été arrêtées dans la nuit dans les environs. J'ai su par la suite que nous étions 58. Je sais qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes et beaucoup d'enfants. Et là, on reste 2 jours dans ce dépôt, on a dormi sur des lits de camp, et 2 jours plus tard, alors là, vous voyez, escortés par 20 gendarmes, dont 2 gradés, on a des traces, hein, des archives, vous voyez, pour nous encadrer, ça aurait été difficile de s'évader, hein. 20 gendarmes pour 58 personnes. Et là, ils nous emmènent à la gare SNCF pour prendre un train. Et nous ont fait prendre un train de nuit. On a roulé toute la nuit et nous sommes arrivés le lendemain matin à Paris. Arrivés à Paris, on nous a fait monter dans les vieux autobus que vous avez peut-être vus dans des gravures, les vieux autobus qu'il y avait à l'époque avec les énormes plateformes, et nous avons été conduits à Drancy. Alors, est-ce qu'il y a des élèves qui se souviennent avoir entendu parler de Drancy? Du camp, bien, tu te rappelles? Hein? Eh bien voilà, bravo, exactement. Voilà. C'est là où on avait parqué les gens qui avaient été arrêtés au Veldiv, à Drancy. Alors, on arrive à Drancy, c'est absolument immense. Hein, si vous voyez les photos, c'était tout un groupe d'immeubles très hauts. Moi, j'avais perdu l'habitude des grands immeubles. Puis, il y a une concentration de gens incroyable. Il y a des gens qui couraient partout, un monde fou. J'étais très impressionnée, je connaissais personne à Drancy. Alors, j'arrive à Drancy, dès le lendemain matin, tout le groupe qui venions de Niort, les 58 personnes, nous sommes donc appelés, convoqués à aller au secrétariat pour vérification d'identité. Alors, j'arrive au secrétariat, et bien moi, je n'ai pas de carte d'identité. Pourquoi? Parce qu'elle était obligatoire à 16 ans pendant la guerre, et moi, je n'avais pas 16 ans, je n'avais pas de carte d'identité. Alors, on commence à me dire, alors, t'as ta carte d'identité? Ben, j'ai dit non, moi, je n'ai pas 16 ans. Et là, on ne me croit pas. Alors, on ne me croit pas. On ne croit pas que je n'ai pas 16 ans. Pourquoi? Parce que je faisais beaucoup plus que mon âge. Et en quelques mots, je vais vous dire pourquoi. Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était 3 mois avant qu'elle soit arrêtée. Ma mère est arrêtée en juillet, 3 mois avant, c'est Pâques. Alors mes parents avaient souhaité que pour une fois, ce soit moi qui vienne à Paris, ils m'avaient fait conduire à Paris pour qu'on passe ensemble les fêtes de Pâques. Et ma mère m'avait dit, j'avais 12 ans et demi, et ma mère m'avait dit, mais t'es une grande fille maintenant, je trouve que tes petites bouclettes, là, ça fait bébé, je vais te peigner à la mode. Et je ne saurais jamais pourquoi ma mère m'a emmenée chez sa coiffeuse qui m'a peignée comme étaient peignées les femmes pendant la guerre. Vous avez peut-être des albums de famille, vous avez vu les films pendant la guerre. Ceux qui veulent, les photos, j'en montrerai. Et ma mère me coiffe avec les cheveux en hauteur. Alors bien sûr, à 12 ans et demi, peignée comme ça, j'en paraissais 14. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Hein. Les filles me comprendront, paraître plus que son âge. Je suis repartie à la campagne et j'ai continué à me peigner comme ça. Et 1 an et demi après, j'ai 14 ans, toujours peignée comme ça, je faisais facilement 16 ans, et c'est pour ça qu'à Drancy, au secrétariat, on m'a embêté pour la carte d'identité. Bon, puis au bout d'un moment, on a laissé tomber. Bon, d'accord, on est passé à autre chose. Et là, on commence à nous dire que nous allions partir travailler dans des camps en Allemagne dans quelques jours. Hein. On ne nous donne pas le jour, mais on part dans quelques jours. Et là, on ajoute, pour calmer le jeu, pour que tout se passe le plus tranquillement possible, qu'est-ce qu'on nous dit ?
On nous dit que ceux qui ont de la famille qui a été déportée avant eux, on va les rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis 1 an et demi, et on me dit maintenant que je vais partir dans un camp travailler, je vais la rejoindre. Bon, vous me direz, moi je suis un petit peu naïve, j'ai 14 ans, mais les grandes personnes qui étaient à côté de moi, celles qui avaient aussi de la famille qui a été déportée, je peux vous assurer que tout le monde l'a cru. Vous savez, ça a réconforté tout le monde. Et moi, je l'ai tellement cru que pendant la semaine où je suis restée à Drancy, je suis restée exactement 1 semaine, là où la nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, moi je n'ai pas ouvert les provisions que m'a donné ma nourrice. Je me suis dit, maman, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans un camp en Allemagne, elle sera contente d'avoir des bonnes choses. Et à partir du moment où on me dit que je vais partir dans quelques jours, je de ma mère, je peux vous dire que je planais complètement. Hein. Vous savez, je ne me suis même pas rendu compte de la crasse qui régnait. On dormait dans des paillasses crasseuses, de la promiscuité qu'il y avait. Je me suis rendu compte de rien. Moi, je planais, j'attendais le jour du départ. Et le jour du départ arrive juste 1 semaine après. On est donc le 10 février 1944, de bonne heure. La police française en nombre vient nous chercher dans les dortoirs, nous font descendre les grands escaliers, nous comptent et nous recomptent dans la grande cour c'est une cour qui est en forme de U, nous comptent et nous recomptent, et nous font reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris 1 semaine avant, avec les grandes plateformes. Et là, on n'a pas roulé longtemps parce que nous avons été conduits à une petite bourgade très près de Drancy qui s'appelait Bobigny. On nous conduit à Bobigny, mais attention, là, c'est plus les gares de voyageurs, là, c'est la gare SNC, c'est la gare de marchandises, c'est la gare de marchandises. Alors, on arrive à la gare de marchandises de Bobigny, on nous fait monter sur le quai de la gare, et là, qu'est-ce qu'on trouve sur le quai de la gare? Tout un groupe de soldats allemands qui nous attendent. Et à ce moment-là, dès qu'on est sur le quai de la gare, la police française se retire, on ne voit plus un seul policier français. Écoutez, quand on a vu la police française partir, pour nous, ça a été un choc. Vous savez, nous avions tous été arrêtés par la police française, mais tant qu'on était gardés par la police française, on n'avait pas peur. Il nous semblait que rien de grave ne pouvait nous arriver. Et quand la police française nous abandonne aux mains des Allemands, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour nous, on a vécu ça comme un abandon. Alors, on est donc sur le quai de la gare avec les soldats allemands. Le long du quai va stationner un immense, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il était si grand, un immense train de wagons à bestiaux. Alors, chaque wagon a une porte à glissière. Toutes les portes à glissière sont ouvertes. Devant chaque porte, on a mis une planche en biais, en bois, pour accéder au wagon, parce que le wagon est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Et là, à toute vitesse, devant chaque porte à glissière, il y a un groupe de soldats qui est là, une espèce de matraque à la main, qui nous pousse, qui nous faut entrer dans le wagon, monter dans le wagon. Alors, tout mélangé, hein, les hommes, les femmes, les enfants, nous poussent autant qu'on peut rentrer, et on referme la porte. Alors, dès qu'on est dans le wagon et que la porte se referme sur nous, immédiatement, on entend qu'on est en train de verrouiller les serrures. Hein. C'est-à-dire que nous avons voyagé dans des wagons plombés pour ne pas qu'on puisse s'évader quand le train ralentit. Alors, on essaie de s'asseoir par terre, on est si serré, on est complètement serré comme des moutons, impossible d'allonger les jambes, on est obligé de rabattre les jambes vers nous. Bon, vous pensez bien que je n'ai pas été compté ce matin-là combien il y avait de gens, mais tout ça on le sait, il y a des archives, on le sait. On sait qu'on a fait voyager les gens à partir de 60 dans un wagon, 60, 70, 80, 90, selon les besoins du jour. Combien on était, j'en sais rien, on était complètement serrés comme des moutons. Et le train démarre. Ah non, j'ai oublié de vous dire avant qu'il démarre, j'ai oublié de vous dire, nous on est assis par terre, alors par terre le long du mur, on a placé un seau d'eau ordinaire en zinc et on a placé une grande cuve, un grand récipient en guise de tinette. Alors vous les élèves, vous ne connaissez pas ce terme tinette, il s'emploie dans la Légion étrangère ou dans l'armée. Qu'est-ce que c'est ce grand récipient? Eh bien c'est un seau hygiénique collectif, c'est-à-dire qu'on aura à faire nos besoins, voilà, dans ce seau. Alors le train démarre. Eh bien, pendant un long moment, personne n'a osé se présenter à cette fameuse tinette. Pour nous, ça a été la première humiliation que nous avons à subir. Vous pouvez imaginer, aller aux toilettes devant tout le monde. Tout le monde se retenait.
Tout le monde se retenait, mais vous savez, la nature étant ce qu'elle est, il y a des gens qui ont eu absolument besoin d'aller aux toilettes. Alors, ils ont essayé de se frayer un chemin pour aller vers la tinette. Hein. C'est vraiment la première humiliation qu'on a, je veux dire. Alors, ils sont allés vers la tinette, et bien, immédiatement, la solidarité s'est organisée. Deux hommes ont pris un manteau, l'ont tenu à chaque bout, et sont allés les gens qui étaient à la tinette, et quand eux avaient terminé, ils prenaient le manteau, ils cachaient les autres. Voilà le premier geste de solidarité qui se passe dans le wagon. Alors, c'est un voyage qui a duré 3 jours et 3 nuits. Au départ, on ne sait pas où on va et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais la première nuit, il y a des grandes personnes qui ont dit il faudrait quand même essayer de dormir, on ne sait pas combien de temps on va voyager, il faudrait quand même essayer de dormir. Comment dormir? On n'a pas de position, on est serré comme des moutons. Bon, on a trouvé un truc, quelqu'un a trouvé un truc, on a fait pareil. On mettait la tête sur l'épaule du voisin et on s'assoupissait un peu. Ce qui fait que pendant les 3 nuits qu'ont duré le voyage, on a dormi comme ça par à coup. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je ne sais pas si c'est au bout d'un jour et demi, au bout de 2 jours, un jour et demi, 2 jours, je ne peux pas me souvenir, c'est trop précis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a manqué. Hein. Un seau d'eau ordinaire pour tellement de monde, l'eau a manqué, on crevait littéralement de soif. Mais par contre, la fameuse tinette, elle a débordé. Hein. Elle a débordé, elle était pleine à ras-bord, ce qui fait qu'elle s'est répandue par terre sur le plancher, ce qui fait qu'on a dû poursuivre le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Je peux vous assurer que c'est le pire souvenir que j'ai du voyage. Alors immédiatement, des grandes personnes ont voulu ouvrir la lucarne pour qu'il rentre un peu d'air frais, qu'on puisse respirer. La lucarne elle était bloquée, impossible de l'ouvrir, impossible de la casser. Et là, j'entendais les grandes personnes qui disaient les unes après les autres « Oh là là, vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire. » Les gens pensaient que rien ne serait aussi pire que ce voyage. Hein. Dans cette puanteur, on avait vraiment hâte d'arriver. Ce qui fait que lorsque le train a stoppé brusquement, le matin du 4e jour, nous sommes partis un jeudi matin, et là maintenant on est dimanche matin. Et bien quand le train bien sûr a stoppé plus d'une fois pendant les 3 jours, mais c'est quand on a entendu déverrouiller les serrures que tout le monde a compris que c'était l'arrivée. Hein. Et là j'entendais quelques grandes personnes qui disaient « Ah, enfin on arrive, enfin on arrive ». On ne savait pas du tout où on arrivait, on ne savait pas du tout comment ça serait, mais enfin on arrivait, on allait pouvoir respirer un peu d'air frais. Effectivement, c'était l'arrivée. Aussitôt que les serrures ont été déverrouillées, les portes à glissière, on a ouvert toutes les portes à glissière, et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, par des cris et des hurlements. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était en contrebas, c'était toute une rangée de soldats allemands qui étaient là. Ils se sont mis à hurler, Schnell, Schnell, raus, 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 los, los. Alors les germanistes là, qui peut me traduire raus? Pas facile, hein? Il y a quelqu'un qui saura comment dire en français raus? C'est pas le langage de la classe, hein, je sais. Vas-y. Non? Sortez, ça aurait été bien. Ça aurait été correct. Non. Dégagez. Comment? Dégagez. Dégagez. J'ai pas compris. Dégagez. T'as entendu? Dégagez. Répercuter devant. Dégagez. Oui, ça ressemble. Ouais, non, c'est pas dégagé, c'est dehors. Mais justement, tu as raison, parce que c'est un dehors. En allemand, c'est un dehors qui ressemble à dégager. C'est un dehors très péjoratif, hein, très ordinaire. Dehors, dehors, dehors. Bon, alors, eux, les Allemands hurlent, les soldats qui sont en bas hurlent, ils sont accompagnés tous de leurs chiens, ils tiennent tous leurs chiens en laisse. Et bien quand le maître parle, le chien aboie, c'était une cacophonie épouvantable. On s'est demandé sur quelle planète on est arrivé. Alors, et on arrive donc à Auschwitz, là il n'y a pas la planche pour la dénivellation du wagon. Mais nous avons eu de la chance. Nous sommes arrivés après de fortes chutes de neige, donc il y avait beaucoup de neige par terre et la hauteur de neige a donc diminué la différence. On a pu sauter dans la neige sans se faire mal. Et là nous attendait tout un groupe de prisonniers habillés avec comme vous avez vu dans les photos, avec la tenue de bagnard. Hein. Alors dans le groupe, il y en avait un ou deux qui parlaient français. Alors ils nous disent, il faut tout laisser sur place. Oui, parce que bien sûr, on a fini par comprendre on a sauté hein, dans la neige. Alors eux, ils nous disent, il faut tout laisser sur place. C'est-à-dire que nous devions abandonner dans la neige
dans la neige, hein, pas sur des tréteaux. Hein. Nous devions abandonner dans la neige tous les petits bagages que nous avions été autorisés à emmener. Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange, mais quand il m'a fallu jeter dans la neige les provisions que je réservais pour ma mère depuis déjà une dizaine de jours, parce que dans les 3 jours de wagon, j'ai dit à personne que j'avais des vivres, je les gardais pour ma mère. Et quand j'ai dû les jeter dans la neige, eh bien, écoutez, j'ai eu un crève-cœur terrible, et je me suis dit, ça c'est bête alors. Quand je vais retrouver maman, je ne pourrai pas lui donner. Ça veut dire que malgré la dureté du voyage, on nous fait voyager comme des animaux, eh bien malgré la dureté du voyage, moi je continue à croire que je vais retrouver ma mère dans un camp, je vais travailler, je vais retrouver ma mère. Et j'ai eu à ce moment-là un crève-cœur terrible, les larmes me sont montées aux yeux. J'ai donc jeté mes affaires, tout le monde a jeté ses affaires personnelles, et quand tout le monde s'est eu délesté de ses bagages personnels, à ce moment-là, sont arrivés plusieurs SS avec des espèces de matraques à la main, et on a commencé à séparer les hommes des femmes. Moi, je suis arrivée seule, j'étais séparée de personne. Mais j'ai assisté à des scènes absolument déchirantes. Qu'est-ce que c'était? Ben, c'était des hommes qui avaient une femme, ne voulaient pas quitter leur femme, c'était des femmes qui avaient un mari, ne voulaient pas quitter leur mari. Les gens hurlaient, pleuraient et tout. Tout le monde a été séparé de force, avec brutalité. Tout le monde, les hommes ont été séparés des femmes. Alors, on a reculé les hommes de ce côté-là, et vers la droite, on a poussé les femmes et les enfants à droite. Alors, il se trouve que moi, je me trouvais tout à fait par hasard, mon wagon était presque au bout de ce train, je me trouvais presque au bout de ce train. Alors donc, les filles ont été séparées, et là, quand les filles ont été bien séparées, vous avez entendu, avec un porte-voix, crier en allemand et en français, « Rassemblement en tête du train ». Alors, moi, j'ai suivi 2 jeunes filles que j'avais connues pendant les 3 jours, 2 jeunes filles qui avaient 19-20 ans, 2 camarades de 20 ans, j'ai voulu les suivre. Pourquoi j'ai voulu les suivre? Ben, c'est très simple. Hein. À 14 ans, on pense qu'on est une grande fille, on a plus d'affinité d'aller avec des jeunes filles qu'avec des personnes âgées. Et bien, il y avait justement un couple de personnes âgées que j'avais rencontré dès le départ à Drancy. La dame était certainement moins âgée que je ne suis aujourd'hui, mais quand même, elle avait des cheveux blancs, c'était quand même, pour moi, c'était une vieille dame. Elle m'a demandé de l'attendre. Je n'ai pas voulu l'attendre. Est-ce que j'ai craint qu'elle ne marche pas assez vite? J'en sais rien, je n'ai pas voulu l'attendre. Et moi, j'ai suivi les 2 jeunes filles que j'avais connues dans le wagon. Alors, ces 2 jeunes filles, elles nous ont fait marcher très vite, toutes les 3, et comme on se trouvait en queue du train, on a remonté toute la rame du train, et nous sommes arrivés au rassemblement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là, le 13 février 1944 au rassemblement? Eh bien, tout à fait exceptionnellement, un seul SS était là, avec sa badine qui faisait la sélection. On sait, d'après les plus de 200 photos qui ont été retrouvées chez les SS, qu'à chaque transport qui arrivait, il y avait plusieurs soldats, dont un médecin. C'est le médecin qui faisait la sélection. Lui, ce médecin, était-il aussi, mais ce soldat était-il médecin? J'en sais rien. En tout cas, il était seul. Alors, à sa droite, il y avait des camions qui stationnaient, qui étaient à l'arrêt. À sa gauche, il avait déjà trié une dizaine de femmes. Alors, on arrive à sa hauteur, il parle quelques mots de français, de mauvais français qu'on a très bien compris, et il nous dit, ceux qui sont fatigués, ils montent les camions. Hein, et il nous dit, ceux qui peuvent marcher ici, il montre de l'autre côté les femmes qu'il a déjà choisies. Vous savez, quand il a dit ça, on a pensé que c'était sympa. Hein, les femmes qui sont fatiguées, elles n'auront pas à marcher. Écoutez, moi, je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Hein. En aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection. D'abord, le mot sélection, à cet âge-là, je ne connaissais pas. Alors, je me suis donc positionnée toute seule, sans qu'il me désigne parmi les femmes qu'il avait choisies. Et le SS, qui était tout seul, un peu débordé ce matin-là, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp. Les enfants de 14 ans n'étaient pas admis à Auschwitz. Ne rentraient dans le camp que les adolescents qui avaient l'apparence 15 ans et demi, 16 ans pour travailler. À 14 ans, on ne rentrait pas. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à la coiffure de ma mère qui me vieillissait que le SS n'a pas remarqué mon âge. Et vous savez, je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné 2 fois la vie. C'est sa coiffure qui m'a permis d'échapper à la première grande sélection de l'arrivée. Mais vous savez qu'il y aura par la suite d'autres sélections auxquelles j'échapperai
puisque j'ai survécu, mais ce qui était important, c'est la première grande sélection qui permettait de rentrer dans le camp. Alors lui, le SS a continué à trier d'autres femmes, et au bout d'un moment, il nous a compté et recompté, et quand il a eu obtenu le nombre de femmes qu'il avait l'ordre de faire rentrer dans le camp ce matin-là, tout s'est arrêté. Hein. C'est-à-dire que les camions, eux, ont démarré avec les femmes et les enfants, et lui nous a escortés dans la neige au camp de Birkenau. Alors pour les élèves qui ne se souviennent pas très bien de Birkenau, qu'est-ce que c'est Birkenau? C'est un camp qui faisait partie d'Auschwitz, un camp satellite qui faisait partie d'Auschwitz, mais c'est un immense camp de 170 hectares, hein, absolument énorme, qui se trouve à peu près à 3 km. Et quand je suis arrivée en février, à ce moment-là, les trains arrivaient entre les deux camps. Donc, on a marché à pied jusqu'à Birkenau. Par la suite, ils vont faire prolonger les rails et les trains vont aller jusqu'au bout de Birkenau. Mais quand j'arrive, on marche à pied. Alors, on a marché un bon bout de temps, peut-être 1 heure, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Alors, il y avait plein de neige, eau de neige par terre. Et on arrive devant une baraque à Birkenau. Alors, il nous fait rentrer dans une baraque. Alors, nous sommes rentrés. La porte était rabattue, donc ça faisait comme une ouverture. Et dès qu'on rentre dans la baraque, on voit que sur le mur d'en face, c'est pareil. Il y a aussi, la porte est rabattue, ça fait aussi une ouverture. Alors, on rentre dans la baraque. Dès qu'on arrive dans la baraque, qui nous attend? 3 SS sont là qui nous attendent. Hein, au garde à vue, ils nous attendent. Et qui commencent à hurler en allemand et en français. Il faut se déshabiller. Ben écoutez, nous sommes restés, je vous dirais, figés sur place. Aucune de nous n'a commencé à se dévêtir. Il nous a paru invraisemblable, impensable de se déshabiller devant les soldats. Donc, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé, mais on n'a pas eu à réfléchir. Hein. Immédiatement, du fond de la salle, on a vu surgir plusieurs femmes, qui étaient aussi habillées avec des robes de bagnard. Plusieurs femmes, elles avaient chacune un gourdin à la main. Elle portait un brassard marqué capot en lettres noires sur fond blanc. Nous, on arrive, on ne sait pas ce que c'est que les capots. Alors, ces femmes qui viennent du fond de la salle, elles commencent à battre les femmes qui sont à côté d'elles. Elles avancent, elles battent en hurlant pour se déshabiller. Quand on a vu de la façon dont les femmes étaient battues, on n'osait pas regarder les SS. Hein. Mais à la dérobée, quand on essayait de les voir, quand on a vu l'air mauvais qu'ils avaient, qui étaient l'air méchants, qui étaient prêts eux aussi à intervenir, on a compris qu'on ne va pas pouvoir y échapper, il va falloir se déshabiller. Alors, très, très timidement, on a commencé à enlever quelques vêtements. À ce moment-là, sont arrivées, par l'autre ouverture qui donnait sur le camp, sont arrivées des femmes, des prisonnières. Alors, les femmes qui commençaient à enlever quelques vêtements leur ont demandé « Mais où on met nos affaires ?» Parce que dans cette grande salle, il n'y a pas un banc, il n'y a pas une chaise, il n'y a pas un strapontin, il n'y a rien. Alors, on se déshabille, mais où on met nos vêtements? Bon, les prisonnières, elles arrivent, je vous dirais que d'abord, elles ne comprennent pas. Hein. Il faut dire aussi que le français avait très peu cours au camp, mais de toute façon, elles arrivent, elles nous montrent avec la main comme ça, mais les affaires par terre. Alors, avec la main, elles nous montrent qu'il n'y a pas... Elles ont quand même deviné la question. Les affaires, aucun problème, par terre. On a donc commencé à se déshabiller. Nos affaires sont tombées par terre. Elles qui étaient venues pour ça, c'était leur travail, qui étaient venues ramasser les affaires pour les trier, les emmener dans le camp comme c'était la coutume. Quand on a vu partir nos affaires comme ça, au fur et à mesure que nos affaires tombaient, elles les ramassaient, elles partaient avec. Quand on a vu partir nos vêtements en vrac, comme ça, tout mélangé, on a immédiatement compris qu'on nous confisquait nos affaires personnelles, que jamais on pourrait les retrouver. Et comme on est en plein hiver, eh ben on avait chacune un petit maillot de corps, un petit tricot, quelque chose, arrivé aux sous-vêtements, on ne veut pas aller plus loin. À ce moment-là, les 3 SS, alors là, deviennent complètement enragés et se mettent à hurler « Naquette, 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 nu, nu, il faut être nu ». On devait être complètement nu. Écoutez, quand on s'est retrouvés complètement nus, c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a 72 ans. Hein. Et ben moi, je n'ai pas encore trouvé vraiment le mot pour vous dire dans quel état on était. Vous savez, on était déstabilisés, on avait honte, on était gênés, c'était vraiment, c'était quelque chose de terrible. Et on a aussi eu peur, parce qu'on ne nous a pas dit « jetez vos affaires, on va vous en donner d'autres ». On n'a pas compris pourquoi on doit se déshabiller nu devant ces 3 soldats. Alors, en plus, c'est mêlé la panique. Alors, immédiatement, les femmes... Comme dans toutes circonstances, elles ont commencé à cacher leur nudité. Hein. Ça, c'est instinctif, une femme nue. Alors, les femmes ont commencé à se cacher la poitrine avec les bras, d'autres se cachaient le pubis, d'autres étaient penchées en avant, elles n'osaient pas se relever, moi je faisais comme ça. C'était un moment absolument épouvantable et on nous laisse comme ça, debout, nus, les unes à côté des autres.
Alors moi, si je vous parle des ouvertures, c'est pour vous parler de la température. Hein. On est en Pologne, en février, en plein hiver, et avec les deux ouvertures comme ça, l'air froid rentre, ça fait un appel d'air. Il faisait presque aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. On était complètement gelés. Alors on reste un moment comme ça, nus, et ensuite, du fond de la salle arrivent d'autres femmes. Alors elles arrivent avec chacune une tondeuse à la main. Et elles commencent une par une à prendre les femmes, à les tondre entièrement, hein, c'est-à-dire le crâne, les aisselles, le pubis. Hein. Moi, je me trouvais un petit peu devant à ce moment-là. Quand j'ai vu à quoi ressemblaient les femmes qui étaient passées par la tondeuse, j'étais vraiment effrayée parce qu'elles étaient méconnaissables, vraiment méconnaissables, transformées. On ne les reconnaissait pas. C'est une femme à qui on tombe complètement la chevelure, complètement méconnaissable. Et alors, il y a des femmes qui ont dit tout haut, qu'on dit comme ça, mais pourquoi ils nous font ça? Si c'est une question d'hygiène, on pourrait nous couper les cheveux courts comme dans les colonies de vacances. Et c'est vrai qu'on aurait pu nous couper les cheveux courts. Mais vraiment, nous raser comme ça, c'était vraiment nous abaisser. Et on l'a ressenti comme ça. On a compris que c'était vraiment pour nous enlever toute notre féminité. Alors mon tour est arrivé à moi aussi, parce qu'elles avançaient, elles tondaient. Alors après, quand tout le monde a été tondu, d'autres femmes sont arrivées. Alors elles avaient dans la main un petit flacon, un petit encrier à la main, qui s'est avéré de l'encre de Chine, avec une plume en acier. Alors la plume, c'était les plumes dont on se servait autrefois, que vous n'avez pas connues, avec les porte-plumes, hein, une petite plume en acier comme ça. Alors elles ont commencé à tatouer un numéro sur l'avant-bras des femmes. Écoutez, quand moi j'ai vu les numéros, ça ne m'a pas effrayée du tout. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un tatouage. À l'époque, à la campagne, on ne tatouait pas les animaux. À Paris, je n'avais jamais vu de tatouage. Moi, j'ai cru tout simplement que c'était une sorte de décalque, qu'au premier lavage, ça allait partir. Mais il y a des femmes plus âgées qui savaient. Alors ces femmes-là, elles nous ont dit, vous savez, ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, ça partira plus jamais, c'est pour toute la vie. Je peux vous dire qu'elles avaient raison, un tatouage, ça ne part pas. Alors, après avoir été tondues et tatouées, on nous a expédiés sous une douche complètement glacée, hein, sous laquelle on a reçu ni savon ni serviette. Comment on a séché? Bon, on a dû sécher un petit peu après quand on nous a balancé un paquet de, je dirais pas des vêtements, des haillons. Il y avait une espèce de culotte, il y avait une robe et une veste en tissu très léger, pas du tout approprié au climat qu'il faisait. Hein. Nous, on avait laissé les vêtements d'hiver, mais là, les vêtements très légers. Et puis, après, on nous a balancé une espèce de paire de chaussures. Alors, c'était des sandales, des spartiates, des ballerines, des sabots, n'importe quoi, sans s'occuper de la pointure. Alors là, ça fait des drames, des vrais drames. Hein, parce qu'une robe plus longue ou plus petite, c'était pas grave. Mais pour les chaussures, ça fait des drames. Il y a des femmes qui ont reçu des chaussures trop petites dans lesquelles elles n'entraient pas. D'autres qui ont reçu des chaussures trop grandes qu'elles perdaient. Vous savez, tout innocemment, elles sont allées au fond de la pièce à parler aux femmes qui les distribuaient, qui ne comprenaient pas le français non plus, faire avec des gestes, leur expliquer les chaussures, ça ne va pas. Eh bien, écoutez, je vous dirais, comme on dit aujourd'hui, elles se sont fait jeter. Alors, circuler, il n'y a rien à voir, on ne leur a même pas répondu. Et c'est entre nous que nous nous sommes organisés pour les échanger. On s'est mis en demi-cercle et on a essayé de s'échanger les chaussures parce que c'était vital. Il fallait marcher. Mes chaussures à moi étaient un peu grandes, je ne les ai pas échangées, je ne les perdais pas. D'autres ont pu améliorer leur pointure et d'autres n'ont pas pu. Voilà, c'était au petit bonheur la chance. Et maintenant, en fin de la matinée, on voit arriver de l'extérieur plusieurs femmes accompagnées d'une capot et elles portent un grand tonneau. C'est la soupe qui arrive. Alors, elle dépose le tonneau dans la pièce. La capot, elle soulève le cover. Écoutez, une odeur absolument infâme hein, qui se dégage de ce tonneau. Je suis incapable de vous dire à quoi était la soupe. Hein. Et la capot en question, elle distribue par-ci, par-là, des grandes gamelles. Pas une gamelle par personne, non, des grandes gamelles. Hein. Et elle nous montre la main comme ça. La capot, elle nous montre à toutes la main comme ça. Mais il ne faut pas vous imaginer, c'est touche pas à mon pote, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ça veut dire que la grande gamelle, elle est pour 5. Et il n'y a pas de cuillère. Alors, parmi nous, il y a des femmes qui sont cachées dans la ville, qui n'ont vraiment qui n'ont aucun supplément. Il y a des femmes qui ont quand même voulu manger un petit peu quelque chose de chaud. Et bien, elles ont dû laper comme des chiens à 5
dans une gamelle sans cuillère. D'autres comme moi qui venaient de la campagne, qui étaient quand même privilégiés, nous, on s'est permis de bouder la première soupe. Moi, j'étais incapable d'avaler une gorgée. Je vous dirais que le lendemain, je ne voulais pas la manger non plus, la soupe, tellement elle était mauvaise. Mais les jeunes filles que j'avais rencontrées, avec qui je m'étais regroupée, elles m'ont dit, tu sais toi, hein, si tu veux revoir la France, tu as intérêt à manger la soupe, parce que tu ne tiendras pas le coup avec le petit bout de pain du soir. Alors bien sûr, je me suis mis à manger la soupe, mais le premier jour, on a été plusieurs à bouder la soupe. Et c'est comme ça que se termine la journée de l'arrivée. C'est-à-dire que tout de suite, dès le premier jour, tout bascule dès le premier jour. Parce que quand vous arrivez par là, c'est-à-dire quand vous descendez des wagons, quand vous venez de France, il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, on était en liberté. Bon. On vient de la civilisation, on a un nom de famille, on a un prénom. Bon, on a des cheveux, on ressemble à une jeune fille, on ressemble à une femme, on est habillé correctement, on a un aspect humain. Eh bien, quand on nous fait ressortir justement par cette porte qui faut nous conduire dans le camp, qui va nous conduire dans les baraques qui nous sont destinées, les baraques de quarantaine, eh bien là, on a perdu toute identité. Maintenant, c'est absolument terminé. Plus jamais, on va nous appeler ni par notre nom, ni par notre prénom. On devient le numéro matricule qui a été tatoué sur le bras. Parce que dès le lendemain matin, à la première heure, chacune d'entre nous va recevoir un morceau de tissu blanc rectangulaire sur lequel est imprimé son numéro respectif et devant le numéro, il y a dessiné l'étoile juive, parce qu'on continue à porter l'étoile. Alors, on nous donne de quoi le coudre. Il faut immédiatement coudre ce bout de tissu à l'extérieur, à la hauteur de la poitrine. Ça veut dire que l'on porte sur nous notre carte d'identité. Tout ce qu'on a besoin de savoir sur nous, c'est notre matricule et surtout savoir qu'on est juif, parce que dans le camp d'Auschwitz, il y a 2 statuts. Un statut pour les juifs et pour les non-juifs. Alors ça, je vous dis ce qui se passe dès le lendemain matin. En quelques mots, je reviens avec la journée de l'arrivée, quand on est reparti par cette ouverture-là et qu'on a regagné les baraques de quarantaine, quand on a enfin entendu parler français. Parce que vous avez bien compris que dans la matinée, aucune prisonnière ne parlait français. Donc, on n'a rien pu leur demander. Là, on arrive dans une baraque, on entend parler français, il y a des Françaises qui sont arrivées avant nous. Alors, les femmes qui sont arrivées avec de la famille ont tout de suite voulu savoir où était leur famille. Alors, elles se sont précipitées vers les Françaises et elles leur ont dit, mais alors, les gens qui sont montés dans les camions, où est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Ça, c'était vraiment la question importante. Eh bien, je dois vous dire que sans aucun ménagement, les Françaises arrivées avant nous ont dit la vérité. Alors, elles nous ont dit, vous savez, ici à Auschwitz, ah, d'accord, on entend le mot d'Auschwitz, on ne sait pas que ça y est. Partout, c'est inconnu, personne ne connaît Auschwitz. Alors, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Écoutez, on les regarde complètement ahuris, hébétés, on ne comprend pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles nous disent, oui, ici, il y a des chambres à gaz, les gens qui sont montés dans les camions, on les a envoyés directement à la chambre à gaz, et après, leur corps est brûlé dans les crématoires. Écoutez, pour nous, ça dépassait l'entendement. Hein. On a pensé qu'elles étaient aigries, qu'elles avaient perdu la raison. On n'a pas pu les croire. Alors, à notre air complètement ahuri, elles ont compris qu'on ne les croyait pas. Alors elles ont insisté, elles ont dit, mais enfin, vous voyez quand même bien là-bas la cheminée qui fume. Effectivement, dans les baraques de femmes, il y avait des fenêtres. Au bout de la baraque, on avait aperçu une cheminée très haute qui fumait, mais ça ne nous avait absolument pas interpellés. Qu'est-ce que c'était pour nous, une cheminée qui fume? Une fabrique, une usine. Comment imaginer que dans la cheminée brûlent les corps des gens qui sont arrivés le matin? Je peux vous assurer qu'il nous a fallu, personne ne les a crus sur le moment, il nous a toutes fallu un certain temps pour penser que ce qu'elles disaient était vrai, mais sur le moment, personne ne les a crus. Et je vais terminer là maintenant en vous donnant l'historique de mon convoi. Je vous ai bien dit qu'à Bobigny, il y avait un immense train de wagons à bestiaux. Eh bien, j'ai fait partie d'un très grand convoi. Il y en a eu peu comme ça, un convoi de 1500 personnes. Eh bien, ce matin-là, sur les 1500 personnes arrivées de France à Auschwitz, là, sur les 1500 personnes, 210 hommes ont été requis pour le travail et 61 femmes dont j'ai fait partie par miracle. Ça veut dire que les 1229 personnes qui ont été dirigées dans les camions, du côté des femmes et du côté des hommes, ont été gazés le jour même. Et maintenant, à la libération, sur 1500 personnes, combien ont survécu?
59 personnes, c'est-à-dire 32 femmes et 27 hommes. L'emploi du temps, c'est clair. Nous, on n'avait pas de montre. Hein. Alors, donc, quand on était au camp, on ne savait pas du tout l'heure qu'il était. On a accompagné des élèves, donc je suis allée au musée qui m'ont donné les renseignements. Alors, le lever était à 4 heures du matin. 4 heures du matin. À 4 heures du matin, on était réveillés brusquement par... Alors, dans les baraques, il y avait une chef de baraque, elle était entourée de plusieurs personnes qui l'aidaient. C'était un peu la planque, parce qu'elles n'allaient pas travailler dehors, elles s'occupaient de la baraque. Alors, elle choisissait au hasard, elle lui tirait de la paillette, elle choisissait au hasard quelques femmes pour aller chercher le jus du matin. Alors, c'était très lourd à porter, c'était des gros tonneaux. Quand j'étais de corvée, je souffrais beaucoup parce que ça n'arrivait pas à décoller du sol. Alors ce jus du matin, c'était pas du café, c'était pas du thé, c'était une espèce de mixture aux herbes, quoi. Mais enfin, c'était pas sucré, mais c'était chaud. On n'avait rien à manger le matin, ça nous tenait au chaud. Alors dès qu'on avait ingurgité cette mixture, c'était vite fait, il fallait sortir de la baraque pour aller à la pelle. Alors, il fallait se mettre dehors, à l'extérieur, en colonne par 5, verticale, et on était compté par les femmes SS. Ça, c'était les femmes SS qui avaient ce rôle. Alors, elles nous comptaient, elles nous recomptaient. Alors, l'appel du matin ne pouvait pas être trop long, parce qu'il fallait quand même nous libérer pour aller travailler. On va dire, je sais pas, ça pouvait durer quand même 1 heure, comme c'était beaucoup moins long que celui du soir, parce fallait qu'on aille travailler. Alors, dès qu'on avait donc été compté, c'était le passage aux latrines. Il fallait aller aux latrines. Alors, la latrine, qu'est-ce que c'est? C'est des toilettes en commun, où il y a un banc de pierre avec des trous en quinconce, et on va aux toilettes une 50aine de personnes à la fois. Ça, c'est absolument l'horreur. On ne s'est jamais habitué aux latrines. C'était dégradant au possible. Bon, il y a le passage aux latrines. Quand on revient, on rejoint la baraque, et là, on démarre pour aller au travail. Alors, on est entouré par les capots, et on est entouré par les SS, les hommes et leurs chiens. Ce sont les hommes qui tiennent le chien. Hein. On a les soldats avec leurs chiens en laisse et les capots. Et on entoure toute la colonne. Alors, on doit arriver au travail à 6 heures du matin. Et on travaille de 6 heures à 6 heures du soir. Et à la mi-journée, on reçoit une soupe très légère. On s'est coupé une soupe très légère qu'on mange debout, bien sûr, on n'est pas assise. Et quand la dernière est servie, c'est l'heure de reprendre le travail. La coupure, elle est vraiment... Bon. Alors, aussitôt après la soupe, on continue le travail jusqu'à 18 heures. À 18 heures, on fait le chemin inverse. On revient à la baraque. Et dès qu'on arrive à la baraque le soir, la première des choses, c'est l'appel. On a donc l'appel du soir. Alors, l'appel du soir, étant donné qu'on a fait notre journée, les SS, les femmes, elles s'en fichent complètement. Combien de temps ça dure? Tout leur est prétexte pour dire que ça ne va pas. Elles comptent, elles recomptent, il y a toujours des erreurs. Et on peut rester 2 heures, 2 heures et demie et même plus. Hein. L'appel du soir, c'est une horreur parce qu'on est fatigué, on n'a pas beaucoup dormi, on a très peu mangé, on a beaucoup travaillé, il fait froid. L'appel du soir, c'est terrible. Alors, quand l'appel est enfin terminé, on rentre dans la baraque, on fait la queue pour le bout de pain du soir. Alors, on a un petit morceau de pain qui correspond à 2 tartines. Alors, on a 3 menus qui se retrouvent. Ou c'est un petit morceau de margarine, c'est quand même le meilleur jour, ou alors une rondelle de saucisson, ou alors une cuillère de marmelade. Alors là, c'est pire que tout, parce que la marmelade, elle n'a aucune valeur nutritive, c'est même pas de la confiture, c'est vraiment de la marmelade comme de la compote. On vous colle ça sur le pain. Vous ne pouvez même pas garder une petite bouchée pour après. Le pain est complètement mouillé, il s'émiette. Ça, là, voilà les 3 menus tout le temps qui reviennent. Alors après, de toute façon, margarine ou pas margarine, on a vite mangé le repas du soir. Et ensuite, avant d'aller dormir, c'est de nouveau le passage aux latrines. Hein. Alors on va aux latrines, et les latrines ne sont pas très loin des lavabos. Alors on essaye d'aller au lavabo pour avoir un peu d'eau. Eh bien, les lavabos sont inaccessibles. Ils sont inaccessibles parce qu'il y a des femmes qui sont libérées avant nous qui occupent le premier rang, il y en a même qui occupent le 2e rang. Impossible d'avoir une goutte d'eau, elles ne nous laissent pas approcher. Alors, on revient à la baraque, 10 minutes, un quart d'heure après, à peine, c'est le couvre-feu. Alors voilà, le musée nous explique qu'on n'a pas l'heure du couvre-feu parce que le couvre-feu dépend de l'appel du soir. Si l'appel a été prolongé,
Le couvre-feu est prolongé, voilà. Alors, on sait l'heure où on se lève, on ne sait pas l'heure où on se couche, mais je peux vous dire que tous les jours, quand on nous réveille, on a toujours sommeil. Je ne sais pas combien d'heures on dort. Alors, une unité de travail, à Auschwitz, une unité de travail, comme dans tous les camps qui ont existé, ça s'appelle un commando. Hein. Il s'appelle un commando. Alors, le premier commando où j'étais affectée, avec les jeunes filles précisément que j'ai rencontrées et avec qui je me suis regroupée par affinité d'âge, hein, puisque moi j'avais 14 ans, mais il y avait des jeunes filles de 16-17 ans, par affinité d'âge, on s'est regroupés ensemble, les jeunes. Alors, on a donc été travailler au commando des pierres. Alors, ça se passe comme ça, on va travailler sur un grand chantier, découvert, ben oui, et puis il fait très froid, c'est à fin février, après la quarantaine, c'est à fin février, il fait très froid. Alors là, c'était dans tous les commandos, ce sont les capots qui dirigent, c'est pas les SS, c'est les capots. Alors on arrive sur un grand chantier découvert, il y a des grands monceaux de pierres, et il faut prendre des pierres, des grosses pierres, et tapisser une espèce de plateau un peu plus long que ça, hein, comme une civière, avec 2 manches derrière, 2 manches devant, ça se porte à 2. Il faut tapisser ça avec plein de pierres et l'emmener au bout du chantier. Alors, le chantier est assez grand. Quand on arrive au bout du chantier, on en a plein les bras. On est bien content d'arriver. Alors, on arrive au bout du chantier. Là, il y a une autre capot qui dirige au fond du chantier. Et c'est elle qui nous indique où il faut verser les pierres. Alors, elle nous dit où il faut verser les pierres. On retourne le chantier par terre, hein, on revient à vide et on reprend d'autres pierres. Alors, le premier soir, on pense qu'on déplace des pierres, puisqu'on les a pris devant pour les mettre derrière. Ben, c'est pas ça du tout. Quand on revient le lendemain, on commence à prendre un plateau pour mettre des pierres. La capo en question nous dit « Ah non, 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 non. Aujourd'hui, il faut aller chercher les pierres là-bas et vous les ramener là. » Voilà. Alors, le lendemain, on fait le contraire, et quand on revient sur le lendemain, on fait le contraire. Alors, on se rend compte immédiatement qu'on fait un travail qui ne sert à rien. C'est fait uniquement pour nous abrutir, pour nous fatiguer, pour nous empêcher de penser. C'est pas productif du tout. Alors, nous, on a fait ça avec des pierres. On a d'autres femmes qui ont fait ça avec des briques. Elles ont déplacé des briques. Il y a d'autres femmes qui ont creusé des espèces de tranchées qu'elles refermaient le lendemain. Ça, c'est le système même des commandos qui ne servaient à rien, qui étaient là pour nous fatiguer. Mais à côté de ça, il y avait des commandos qui servaient à quelque chose. Alors, on a fait ça à peu près pendant 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi à peu près. Et un beau jour, on a changé de commando et on nous a dit qu'on allait aller travailler au commando des pommes de terre. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est réjouis. On va travailler au commando des pommes de terre. On s'est dit, oh là là, on était déjà complètement affamés. Hein, on était là depuis déjà presque 3 mois. Alors on s'est dit, bah chic, alors, on va travailler aux patates. Peut-être qu'on va pouvoir piquer quelques pommes de terre et se débrouiller pour les faire cuire. Ça, au bout de quelques mois, on est complètement affamés. Bon, bah c'était pas tout à fait ça. Alors là, on va sur un chantier où là, on trouve des pommes de terre qu'on a cachées du froid, des pommes de terre qui sont complètement gelées et pourries. Alors notre travail, c'est bien regarder pomme de terre par pomme de terre, voir s'il y a un endroit qui n'est pas pourri, et ben il faut le mettre dans des paniers à part, et ça part à part, et ça s'en va à la cuisine pour être trié avec les légumes de la soupe. Alors, qu'est-ce que c'est les légumes de la soupe? Ben, c'est des rutabagas, des navets, des rutabagas, des topinambours, des choux, voilà. Alors nous, on a trié, pendant très longtemps, on a trié des pommes de terre pourries, mais on n'a jamais vu la couleur de ces petites pommes de terre dans la soupe, et je suis incapable de vous dire si les petits bouts de pommes de terre qu'on a extraits de ces pommes de terre pourries, elles avaient le goût de pourri ou pas. On n'est jamais tombé sur un petit bout de pomme de terre. Alors pourquoi? Parce que les capots, comme les capots hommes, c'est pareil, avaient une tactique, hein. Ils envoyaient quelqu'un chercher le tonneau de soupe à la cuisine. Le temps que le tonneau revienne de la cuisine, hein, les quelques légumes qu'il y avait dans la soupe, attendez, vous n'imaginez pas que c'est des haricots blancs ou des fèves ou des lentilles. Hein. Je vous ai dit ce que c'était comme genre de légumes. Bon, les quelques légumes de la soupe tombaient au fond, parce qu'un navet, ça ne flotte pas. Hein. Bon. Les petits bouts de pommes de terre non plus ne flottaient pas, ça tombait au fond. Alors, le temps qu'ils reviennent, les légumes tombent au fond. Eh bien, les capots, elles avaient un grand manche en bois, comme ça, hein, avec une louche au bout. Elles servaient la soupe sans jamais la remuer.
Elle servait la soupe toujours liquide, comme elle vient. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir? On avait toujours, nous, une soupe légère. Peut-être des fois une feuille de chou, parce que ça flotte. Hein. Jamais, jamais, elle remet la soupe. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quand elles arrivaient au fond du tonneau, tous les légumes s'étaient accumulés. Eh bien, elle laissait le tonneau de côté, elle entamait un autre tonneau avec lequel elle faisait pareil. Alors, maintenant, c'était pour qui les fonds de tonneau avec les légumes? Les capots et les SS. Hein? Les capots et les SS. J'ai pas compris. Les capots et les SS. Bien. Exactement. Peut-être pas les SS, parce qu'ils devaient manger mieux, mais les capots. Elle les gardait pour leurs collègues. Voilà. C'était pour les capots. Et dans tous les camps, ça a été comme ça. Elles avaient la tactique comme ça, pas remettre la soupe. Alors après, le troisième commando, moi j'ai fait 3 commandos. Le troisième où j'étais affectée, on n'était pas très fiers. Hein. On a été sélectionnés pour aller travailler à l'usine. Alors qu'est-ce que c'était l'usine? C'était des grenades, des détonateurs pour grenades. C'était une usine de l'armée qui se passait dans la première partie d'Auschwitz. Alors quand on a su ça, je vous dis, on n'était pas heureuse. Alors le soir, on a débarqué dans la baraque de l'usine parce que ils groupaient les commandos. Quand on était dans une baraque, tout le monde faisait le même travail. Alors on arrive le soir dans la baraque qui travaille pour l'usine et on rencontre des Françaises. Les Françaises étaient plus âgées que nous, bien sûr. Alors on leur explique, on leur dit on est vraiment dépitées, vraiment pas contentes de venir travailler à l'usine. Alors on leur dit c'est tout ce qui nous manque maintenant de travailler pour l'Allemagne. Eh bien moi je vais vous dire exactement ce qu'ils nous ont dit, mot à mot, pour que vous compreniez combien la parole avait de l'importance au camp. Alors ces femmes plus âgées que nous, elles ont vu qu'elles avaient affaire à des petites jeunes, alors très gentiment elles nous ont dit écoutez, ne vous rendez pas malade, ne soyez pas inquiètes, ce n'est pas avec les quelques grenades qui sont faites à Auschwitz que l'Allemagne va gagner la guerre. Vous savez maintenant, l'Allemagne, elle est foutue. On entend elle est foutue, on se dit elles ont des nouvelles à l'usine que nous on n'a pas, et elles nous disent vous venez travailler, c'est bien pour vous, l'hiver approche, ça sera moins dur pour vous de travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Elles ont eu 100 fois raison, parce que l'Allemagne n'a pas gagné la guerre à ce moment-là, et elles savaient qu'elles avaient des nouvelles, certainement que nous n'en avions pas. Et pour nous, les trois derniers mois ont été moins durs. S'il avait fallu le deuxième hiver encore travailler dehors aux pierres, on n'aurait pas tenu le coup. Vous savez que c'est dans les commandos extérieurs qu'il y a eu le plus de mortalité. Parce que le froid était notre pire ennemi, vous ne pouvez pas vous préserver du froid. Quand vous n'avez pas de vêtements, quand vous mangez, vous êtes très peu nourri et vous n'avez pas de vêtements, comment vous préservez? On ne peut pas se préserver du froid. Voilà. Maintenant, il y avait encore d'autres commandos, même des commandos que j'ignore, je ne savais pas tout. Hein. Il y a même des commandos que j'ai appris avant la guerre, que quand j'étais après la guerre, que je n'ai même pas su qu'ils étaient là-bas. Il y a eu par exemple le commando des rails qui a été horrible. Les femmes et les hommes dans des chantiers différents ont posé les rails, ça a été une horreur. C'était une horreur, c'était très lourd à porter. Et puis, comme elles n'avaient pas de gants de protection, et quand elles devaient attraper le rail en pleine main, vous savez comment c'est quand l'acier, quand il fait froid, ça leur arrachait la peau de l'intérieur des mains. Ça a été terrible. J'ai une amie, moi, qui était prise dans ce commando, c'était horrible. Heureusement, par un vrai miracle, on a pu la faire sortir de ce commando, mais elle dit que si elle était restée, elle n'aurait pas survécu. On avait un dimanche sur 7 de repos. Un dimanche sur 7. Hein. Donc, et rien n'était organisé pour ça. Hein. D'abord, il fallait se réveiller à 4 heures quand même du matin. On avait juste quelques heures l'après-midi, il n'y avait rien d'organisé, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. On se rencontrait entre nous, donc on a vu des femmes d'autres commandos. Vous étiez combien par baraquement? Plusieurs centaines, je ne sais pas, plusieurs. Si je te montre la baraque, j'ai une partie de la baraque, je ne l'ai pas entièrement, mais on est plusieurs centaines, environ 300, je crois. C'est très nombreux par baraque. À l'intérieur du camp, à l'intérieur du camp, j'ai eu de la chance, j'ai pas été malade, vraiment gravement dans le camp. J'étais malade dans un camp qui n'avait pas de chambre à gaz. J'étais malade après l'évacuation, après la marche de la mort. Mais à Auschwitz, non. Alors sans ça, pour les gens qui étaient malades, il y avait ce qu'on appelait c'était une pseudo-infirmerie qui était organisée, une pseudo-infirmerie où on était admise quand on avait de la fièvre, quand on était malade,
mais il n'y avait absolument aucun... On était exempté de travail, bien sûr, mais il n'y avait aucun médicament. Et de plus, il y avait sans arrêt des sélections pour aller à la chambre à gaz. Moi, j'ai des camarades qui étaient malades et elles préféraient aller travailler avec de la fièvre que de mettre un pied dans la pseudo-infirmerie parce qu'il y avait sans arrêt des sélections. Nous, ce qu'on avait le plus peur, c'était les sélections. Parce que je vous dis, j'échappe à la sélection de l'arrivée. Il y a environ 20% qui rentrent dans le camp, hein, les autres sont tout de suite tués, et par la suite, il y aura sans arrêt des sélections, et la majeure partie des sélections se passe dans les infirmeries. Donc, quand on était malade, il n'y avait pas de solution. Et puis quand vous étiez malade, là, on ne vous gardait pas dans la baraque. Les camarades, elles ne disaient pas qu'elles étaient malades, elles avaient de la fièvre, elles allaient travailler, elles avaient trop peur d'être dans l'infirmerie. On appelait ça le pseudo-infirmerie, puisque c'était tout simplement... on envoyait à la chambre à gaz les femmes qui étaient malades. Alors, le 18 janvier 1945, on rentre du travail, et la chef de baraque, elle nous dit « on s'en va ». Elle dit « on s'en va, on quitte Auschwitz, les Russes s'approchent, on s'en va, on évacue, on quitte Auschwitz, on part à pied ». Alors, je peux vous dire que quand elle nous dit ça, ben, on est très contente, même si on part à pied, même s'il fait très froid, en 1845, il y a de la neige, il y a beaucoup de neige par terre, il fait très froid, on part à pied, ça ne nous fait pas peur. On est très contente de partir, pourquoi? Parce que ça fait des mois et des mois que les capots au travail, elles nous découragent et elles n'arrêtent pas de nous dire la même chose, elles n'arrêtent pas de nous dire, vous savez, oh, n'importe comment ici à Auschwitz, on rentre par la porte et on sort par la cheminée. Elles nous découragent sans arrêt, alors on se dit, bon, on quitte Auschwitz, on part par la porte, on part pas par la cheminée. Peut-être que là où on va nous envoyer, il n'y aura pas de chambre à gaz. Donc on part avec l'espoir qu'on ira dans un camp où il n'y a pas de chambre à gaz. On part donc avec le moral. On part, et là on est donc parti à pied. Alors on a marché pendant 3 jours, et pendant ces 3 jours, on n'a reçu aucune nourriture, ni eau, ni pain, ni soupe, absolument rien. On n'a rien reçu. Alors la nuit, la journée, on marchait. La nuit, on avait juste quelques heures de repos, pas une nuit complète. Et alors, vous savez, on marche dans les camps, on marche toujours, dans tous les camps, on marche toujours 5 par 5. Parce qu'ils nous comptent sans arrêt. Alors, donc, ils nous mettent 5 par 5. Alors, comme on a reçu autre nourriture, mais qu'il a continué de neiger, par chance, il a continué de neiger, la camarade qui était au bout de la rangée, elle ramassait sur le talus de la neige fraîche, elle en prenait plein les mains, puis elle en donnait aux autres, pour que les autres du bout aient de la neige. Ce qui fait que pendant les 3 jours, on a mangé de la neige, c'est tout ce qu'on a mangé. Et cette marche de la mort, elle a été surnommée la marche de la mort. Alors pourquoi la marche de la mort? Parce que d'après les écrits qu'on a, et à peu près la moitié des gens qui ont participé à cette marche, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, hein, on marchait séparés, hein, c'était des colonnes de femmes, à peu près la moitié des gens qui ont participé à cette marche sont morts en route. Mais ils ne sont pas morts uniquement de maladie, de fatigue ou de froid. Hein. Ils sont morts parce qu'on les a tués. C'est-à-dire que nous, on marchait, il fallait marcher d'un bon pas, on était, nous, fatigués, on avait du mal à marcher d'un bon pas. Enfin, on marchait d'un bon pas parce qu'ils ne voulaient pas être rattrapés, par les Russes. Alors quand eux passaient sur les côtés, la patrouille passait sur le côté, quand ils voyaient une femme qui ralentit, justement, ils ne voulaient pas ralentir la marche, la femme, elle était sortie des rangs, ils la mettaient sur le côté, elle était abattue à coups de crosse. Voilà comment ça se passait. De plus, on a entendu pas mal de fois des balles siffler. Il y a des femmes qui ont été tuées d'une balle dans la tête, mais très souvent, c'était à coups de crosse. Alors c'était une ambiance absolument lugubre, c'était terrible. Au fur et à mesure qu'on marchait, on dépassait des corps de femmes mortes que la neige commençait à recouvrir. Et vous savez, c'était marche ou crève. On n'avait pas le droit de s'arrêter. On savait que si on s'arrête, c'est la mort. C'était quelque chose de terrible. Alors, d'habitude, on chuchotait, on aimait bien, communiquer, mais là, on ne parlait pas, on était vraiment des automates. Alors, il y a eu un moment donné où moi, j'ai ralenti, je commençais à être fatiguée, j'ai ralenti. Eh bien, mes camarades m'ont mise à la place du milieu. On était 5. Elles m'ont mis à la place du milieu, elles m'ont donné le bras, elles m'ont soutenu pour que j'avance, pour pas que je m'écroule. Il y a eu d'autres moments où j'avais un peu récupéré, c'est moi qui aidais les autres. Mais c'est dans la marche de la mort que la solidarité a été le plus efficace. Et vraiment, on peut dire que sans la solidarité, ça aurait été impossible de survivre. Hein.
impossible. Ça aurait été impossible de marcher pendant 3 jours comme ça sans être aidée toute seule. On a toutes eu besoin les unes des autres. Alors le soir du 3e jour, justement, on arrive à un nœud ferroviaire. Là, il y a tout un nœud, il y a plusieurs SS qui sont là, au milieu. Et d'un côté, il y a des wagons à bestiaux, hein, comme on a pris pour venir à Auschwitz. Et l'autre côté sont des trains découverts, des trains à plateforme qu'on servait pour transporter de la marchandise. Alors, on arrive devant les SS, eux, ils départagent la colonne. Alors, n'importe comment, tantôt à droite, tantôt à gauche, sans aucun critère. Et moi, avec quelques camarades, je me trouve du côté des trains découverts. Et bien, je peux vous dire que malgré le froid intense qui sévissait en janvier 1945, ça a été une chance d'avoir ces trains découverts. Pourquoi? Parce qu'on a roulé encore pendant plus de 2 jours et on n'a reçu encore aucune nourriture. Hein. Mais comme le train était découvert, c'était des plateformes, on a pu, en ouvrant la bouche, recevoir quelques flocons de neige. Et les personnes qui étaient transportées dans les wagons fermés, elles n'avaient même pas de neige pour... Vous savez, moi, je me souviens qu'on avait plus soif que faim, probablement qu'on se déshydratait complètement. Alors, on roule encore comme ça pendant plus de 2 jours. Et on arrive au bout des 2 jours, à la fin des 2 jours, juste avant d'arriver, moi j'avais terriblement mal aux pieds, je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'avais à ce moment-là reçu des chaussures trop petites, que j'avais pas réussi à échanger, elles me serraient terriblement, et en plus elles me brûlaient comme du feu, je ne savais pas ce que j'avais aux pieds. Alors on arrive donc, au bout de plus de 2 jours, on arrive dans un camp. On arrive au camp de Ravensbrück. On nous débarque au camp de Ravensbrück. Alors Ravensbrück est un camp très connu parce que beaucoup de résistantes françaises ont été dans ce camp. On arrive à Ravensbrück, mais le camp est complètement désorganisé. Pourquoi? Parce que Ravensbrück se trouve plus à l'ouest de l'Allemagne et on a évacué des camps qui se trouvaient à l'est, comme Auschwitz ou d'autres. Hein. Alors, il y a beaucoup plus de gens que de couchage. Les SS, pour pallier à ça, ont dressé des espèces de tentes. Hein. Moi, j'ai des camarades qui sont allés sous la tente. C'était une horreur parce que le sol n'était pas étanche. Moi, j'ai eu plus de chance. J'ai été dirigée vers une baraque normale de Ravensbrück. Alors, dès que j'arrive dans la baraque de Ravensbrück, là où la chef de baraque, elle nous place, j'arrive sur ma paillasse et je défais mes chaussures pour voir mais pourquoi ça brûle comme ça. Et quand j'ai enlevé mes chaussures, j'ai vu ce qu'il y avait, j'avais les pieds en sang, j'avais à chaque pied 3 doigts de gelée. C'était épouvantable. Et dès que j'ai enlevé mes chaussures, mes pieds ont gonflé, puis ils étaient serrés, ils étaient serrés, mes pieds ont gonflé, impossible de remettre mes chaussures. Mes chaussures me servaient de savate, je ne pouvais pas les mettre entièrement. Heureusement, comme le camp était désorganisé complètement, eh bien, on n'allait pas travailler. On est resté 1 mois dans ce camp et on n'allait pas travailler, mais je vais quand même marcher à petits pas, sortir de la baraque pour aller à l'appel. Je vais parler de l'appel, où il faut rester attendre 2 fois par jour. Alors là, donc, on reste comme ça pendant 1 mois, et un matin, à l'appel, on nous annonce qu'on repart. Les Russes approchent, on repart. Alors je sais qu'il y a des femmes qui sont reparties à pied. Encore une fois à pied. Si j'avais été désignée pour partir à pied, j'aurais été abattue en route, parce que j'étais incapable d'avancer avec mes chaussures. Eh bien non, j'ai fait partie d'1 millier de femmes qui ont été envoyées dans un train. Alors on a roulé toute la journée, et on est arrivé le soir, on est arrivé dans un camp qui faisait partie de Ravensbrück, qui s'appelle Neustadt. Alors on arrive dans ce camp, on nous dirige vers une porte, on nous dirige vers une grange, hein. Il y a de la terre battue par terre, on a juste éparpillé un petit peu de paille et on doit dormir par terre. On devait dormir par terre, mais moi j'empêchais tout le monde de dormir. Hein. Moi j'avais comment dirais-je, oh mince alors, j'ai un trou. La maladie, oui, j'avais le typhus exanthématique qui se déclarait. Alors, le typhus exanthématique, c'est une fièvre colossale. J'ai déliré toute la nuit, j'ai empêché tout le monde de dormir. Et le lendemain matin, ma meilleure amie, celle qui avait travaillé au Braille, ma meilleure amie, que j'avais perdue pendant l'évacuation, elle m'a dit, écoute, tu ne vas pas pouvoir rester là, on ne va pas te garder. Tu sais, quand on était malade, on ne vous gardait pas dans la baraque. Elle m'a dit, écoute, la chef de baraque va t'envoyer à l'infirmerie, c'est pas la peine d'attendre qu'elle t'envoie, viens, le plus tôt sera le mieux, je vais t'aider et tu vas y aller. Alors je vais vous dire, si j'avais été un peu moins malade, un peu moins de fièvre, jamais j'aurais accepté d'aller à l'infirmerie, parce que moi, j'avais le souvenir des infirmeries
des pseudo-infirmeries d'Auschwitz où on envoyait à la chambre à gaz. Mais là, je suis tellement malade que je ne discute pas. Elle me dit que je vais à l'infirmerie, je l'écoute. Alors elle me donne le bras, puis à petits pas, on se traîne jusqu'à l'infirmerie. On arrive à l'infirmerie, dans l'état où je suis, bien sûr, je suis admise à l'infirmerie, dans l'état où je suis. Mais là se produit un véritable miracle. Alors c'est même pas un miracle, je dirais que j'ai eu une chance absolument incommensurable. J'ai eu une étoile au ciel qui a brillé pour moi. Je rencontre une infirmière polonaise qui s'appelait Wanda. Elle était pas juive, elle était là pour faire de résistance. Elle m'a pris en affection et elle m'a soignée d'une façon extraordinaire. Hein. Elle est allée à l'hôpital des SS pour se procurer des médicaments pour mes pieds. Elle m'a pansé les pieds, elle m'a mis des bandages en papier. Et comme elle s'est aperçue tout de suite que je ne mangeais pas, je ne pouvais pas manger. Quand on est très malade, on ne peut rien avaler. Puis la soupe du camp, c'était pas bien fait pour passer. Quand elle s'est aperçue, elle m'a dit, tu sais, si tu ne manges pas, tu ne reverras pas ta maison. Puis il n'y avait rien à faire, je n'arrivais pas à avaler. Alors quand elle a vu ça, elle a partagé avec moi la soupe qu'elle se faisait avec sa collègue. Elle avait deux infirmières. Elle était quand même, elle en tant qu'infirmière, elle était quand même privilégiée. Elle faisait une espèce de soupe à la pomme de terre. Hein. Je n'ai pas mangé de pommes de terre à Auschwitz, mais j'ai mangé des pommes de terre à Neustadt. Et puis c'est elle qui m'a nourrie comme ça pendant tout le temps où je suis restée dans cette infirmerie. Et je suis restée on est tous restés 2 mois et demi. Alors pourquoi on est resté 2 mois et demi? Parce qu'on est tombé dans un camp qui n'avait pas de chambre à gaz. Voilà. Je n'ai pas été inquiétée, il n'y a pas eu de sélection. Wanda me soignait, me donnait à manger, et j'ai pu rester 2 mois et demi. Alors au bout de 2 mois et demi, on arrive maintenant à la fin avril. Alors un matin, au réveil, on nous dit « les Allemands sont partis ». Voilà. Alors les Allemands ont quitté le camp dans la nuit. Pourquoi ils sont partis? Ils sont partis parce que les Russes sont arrivés à moins de 2 km, il y avait la ville de Neustadt, les Russes sont arrivés. Hein. Alors les Allemands, donc, ils n'ont pas demandé le reste, ils n'ont fait aucune représailles, ils sont partis pendant la nuit, ils sont partis. Alors, il se trouve... Alors nous, on était contents, on apprend que les Allemands sont partis. Bon. Alors, il se trouve que près de notre camp était situé un camp de prisonniers de guerre, de différentes nationalités. Quand les prisonniers de guerre se sont rendus compte que les Allemands étaient partis, ils se sont dirigés vers le camp des femmes pour être utiles. Eh bien, à ce moment-là exactement, les Russes sont arrivés. Les Russes sont arrivés avec leurs tanks. Ils ont écrasé la porte du camp, complètement, et ils ont coupé l'électricité des fils de fer barbelés électrifiés. Mais les Russes, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les Russes ont vu des femmes qui sortaient de toutes les baraques, des femmes qui partaient, qui allaient rejoindre les prisonniers de guerre. Hein. Les Russes n'ont pas su qu'il y avait une infirmerie avec des malades. Alors, ils ont ouvert le camp et ils sont partis occuper la ville qui était à moins de 2 km. Bon. Nous, on est dans la baraque. Hein. Alors, comment dirais-je? Mon infirmière, elle me dit au revoir, elle part avec sa collègue. J'ai su, parce qu'elle a écrit un livre après la guerre, j'ai su qu'elle a demandé aux prisonniers de guerre, elle leur a dit, il y a des malades, il faut s'occuper des malades, mais les prisonniers de guerre ne devaient pas avoir de moyens de locomotion, eux se sont occupés des femmes qui marchaient, et nous avons été les oubliés du camp. Alors on est toute une baraque avec une trentaine de femmes, hein. Nous on n'a même pas vu les Russes arriver, nous on ne sait même pas que les Russes sont déjà là, nous on attend les libérateurs. Alors toutes les femmes qui pouvaient marcher ont quitté le camp. On a vu par les fenêtres les femmes qui marchaient. Alors les femmes qui faisaient la soupe, hein, qui étaient dans les cuisines, comme les Allemands étaient partis, elles n'ont pas fait de soupe à midi, elles n'ont pas distribué le pain du soir, on est resté toute la journée sans manger. Enfin ça c'était encore moindre mal. Nous on attendait les libérateurs, on ne savait pas, est-ce que ça sera les Russes, les Russes on savait qu'ils n'étaient pas loin, est-ce que ça sera les Anglais, est-ce que ça sera les Américains, on ne savait pas. Alors on reste comme ça, toute une journée comme ça, seul, le lendemain, pareil, le lendemain matin, pareil, et le lendemain dans l'après-midi, alors là, on a la surprise du chef. Hein. Qu'est-ce qu'on voit arriver dans la baraque? 3 superbes soldats. Mais si je vous dis les filles qu'ils étaient beaux, croyez-moi, ils étaient vraiment beaux. Hein. Alors, ils étaient d'abord très très grands. Ils étaient très grands, ils avaient des belles casquettes. Hein, et ils avaient des uniformes impeccables qui sortaient du magasin. C'était pas la troupe de choc. Hein. Alors, ils arrivent, ils font « Hello !» Alors, nous, on les regarde. Ne vous imaginez surtout pas qu'on a la force de leur sauter au cou. Hein. Nous, on est complètement à plat dans un état moins 0. Alors nous, on les regarde, on fait « Hello !» Bon. Alors ils s'approchent de nous. Ce sont des Américains, d'accord. Mais il n'y en a personne parmi nous. On est une trentaine de femmes, plus de 30. Imaginez-vous qu'il n'y en a pas une seule, de différentes nationalités, il n'y en a pas une seule qui peut aligner quelques mots d'anglais. Ça, maintenant, c'est impossible que ça arrive.
Personne ne peut leur dire qui on est. Et nous, ils nous regardent, Alors, écoutez, ils nous regardent avec beaucoup de compassion parce que, croyez-moi, on n'est pas belle à voir. Hein. Imaginez-vous qu'il y a eu le typhus qui a sévi. Quand le typhus sévit, la première des choses, on rase la tête, on rase les cheveux. Pourquoi? Parce que ce sont les poux qui véhiculent le microbe. Alors, hop, on nettoie le terrain, là. On n'a pas un cheveu, ça fait un mois qu'on a été rasé à peu près. Hein, après. Ensuite, on est blanche, on est blême, dans un état terrible. Alors, vraiment, ils nous regardent avec vraiment beaucoup, beaucoup de compassion. Ils nous regardent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Hein? On est au mois de mai, ils ne vont pas passer le réveillon avec nous. Bon, qu'est-ce qu'ils fassent à la fin? Ils décident de partir. Alors, avant de partir, ils vident leurs poches. Ils ont pas mal de choses dans leurs poches. Ils ont tout vidé dans leurs poches, ils les ont laissés. Ils ont vidé leurs poches, ils ont jeté tout sur un chalit du haut et ils sont partis. Alors, quand ils sont partis, on a partagé gentiment, c'est pas mal, tu as partagé gentiment ce qu'ils avaient laissé. Alors, ils ont laissé des bonbons, du chewing-gum et du chocolat. Alors, le chocolat, excusez-moi, c'est pas du Lindt, c'est pas du Sichard non plus. Hein. C'est du chocolat de la troupe américaine. C'est plutôt un bloc de cacao assez dur. Enfin, on a eu du mal à l'émietter. On n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il fallait qu'on mange quand même quelque chose. Alors voilà, alors on discute. Alors, nous sommes une trentaine de femmes. Et sur les 30, nous ne sommes que 3 Françaises. Alors, les 3 Françaises, il y a Claudine qui fait partie de mon petit groupe d'Auschwitz, et il y a une Ginette qu'on a rencontrée pendant qu'on était malade. Mais elle, c'est une fille qui a un punch formidable. Hein. Alors, elle nous remonte le moral, elle nous dit, écoutez, vous inquiétez pas, les Américains, ils vont prévenir leur état-major, et on va s'occuper de nous. Ouais, mais ça ne se passe pas comme ça du tout, parce que les Américains sont en reconnaissance, hein, ils passent par là, les Russes sont là, eux n'ont rien à faire ici, ils filent, je ne sais pas, sur Berlin ailleurs, les Américains, on ne les a pas revus. Bon. Et nous, on ne sait pas que les Russes sont déjà là, on ne sait pas, parce qu'ils ignorent qu'il y a une infirmerie. Alors il se passe encore toute une journée, on ne mange pas encore, rien du tout. Alors à la fin, Ginette, heureusement que Ginette, elle était là, je crois qu'on y serait encore, elle n'a pas les pieds gelés, hein. Elle n'a pas les pieds gelés. Alors, Juliette, elle nous dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir ici? Les Américains, ils n'en finissent pas de revenir, et les Russes, ils n'en finissent pas d'arriver, parce qu'on est au courant de rien. Bon, elle dit, moi, je cherchais du secours. Alors, courageusement, elle va dans un placard chercher une veste, une paire de chaussures. Là, on n'a pas de chaussures sur la paillasse. Et elle s'en va, et quelques temps après, alors là, on voit arriver, alors, tout un bataillon de soldats qui rentrent, ça prend toute la largeur de la pièce. Alors, on les regarde avec des yeux ronds. Ben, écoutez, on est un tout petit peu déçus parce qu'ils ne sont pas du tout aussi beaux que les Américains. Bon, mais enfin, ça ne dure pas longtemps. Hein. On est quand même content d'avoir des visiteurs. Hein. Alors là, eux, ce sont des Russes. Hein. Alors, les Russes, ils ne sont pas aussi grands. Ils n'ont surtout pas des beaux uniformes. Probablement qu'ils viennent du front. Ils n'ont pas des beaux uniformes. Ils ont quand même été... Ginette, elle a su quand même se débrouiller pour faire venir. Alors, ces soldats russes... qui ont été prévenus qu'il fallait transporter des femmes, eh bien, imaginez-vous que les petits Russes, ils ne sont pas venus sans les mains vides. Chaque soldat russe tenait une brouette à la main. Et j'ai été libérée en brouette. C'est pas mal, hein. Alors, ils ont pris 2... Alors, histoire sans parole, hein, parce que personne ne parle russe, eux ne parlent rien. Bon. Alors, ils ont pris 2 nanas, ils les ont collées dans une brouette. Vous voyez, on a une trentaine de femmes, à 2 par brouette, j'ai qu'à voir sur la route, toute une procession de brouettes sur la route, et les voilà partis, nous dans la brouette, hein, on ne marche pas, et on arrive en ville. Alors là, ils nous arrêtent devant une très belle bâtisse. Alors là, c'est l'hôpital militaire allemand qui est occupé par les Russes. Alors on attend un petit peu, et pourquoi on attend? On attend parce qu'on est en train de faire ressortir tout un groupe de soldats allemands en uniforme, avec des pansements un peu partout. C'est quand même des blessés légers. Ils sont pas dans les béquilles. Ils ne marchent pas avec des béquilles, hein, mais ils ont des pansements un peu partout. On a vidé l'hôpital allemand pour nous mettre dedans. Ben, écoutez, hein, je vais vous dire que franchement, on a trouvé ça normal. C'était le juste retour des choses et on ne s'est pas inquiété pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec eux. De toute façon, on ne les a pas laissés sur le trottoir. On s'en est certainement occupé. Mais nous, on a remplacé les soldats allemands dans l'hôpital. Alors, on arrive donc dans l'hôpital russe, tenu par les Russes. C'était d'abord un très très bel hôpital allemand, un très bel hôpital moderne, mais c'est pas ça. Mais les Russes, c'était formidable, on était avec des médecins russes, mais personne ne parlait russe. On a été très très bien soignés, mais on était quand même frustrés puisqu'on ne pouvait pas parler. Mais là, quand je vous dis qu'on a été bien soignés, ça veut dire que nous avons été nourris progressivement. Les Russes savaient comment nourrir des gens qui sont restés sans nourriture pendant longtemps. On a eu une nourriture comme les petits bébés, hein,
que des choses liquides, des bouillies, de la semoule, des flocons d'avoine. Vous savez que dans certains camps, par exemple le camp de Bergen-Belsen, qui a été libéré par les Anglais, ça a été une catastrophe. Les Anglais n'ont pas organisé de cuisine, ils ont donné aux déportés du cornet de bif, enfin des conserves qu'ils avaient eux, et puis il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'on ne peut pas se mettre à manger d'un seul coup. Les déportés se sont jetés sur la nourriture. Nous, on a quand même été gradués et tout. Et on a eu aussi beaucoup de fortifiants, beaucoup de vitamines. On a été très très bien soignés. On avait simplement la chose qui était pour nous, qui nous frustrait, c'est qu'on ne pouvait pas parler ni aux infirmières, ni aux médecins. Personne ne parlait notre langue. Bon. Alors on reste quand même un mois. Et puis quelques jours avant que le mois se termine, dans le hall, je ne sais pas par quel miracle, on vient crier dans le hall, française, belge, hollandaise, il faut vous inscrire, vous allez être rapatriés. Je vais vous dire qu'on était folle de joie, vraiment folle de joie. Effectivement, quelques jours après, on voit arriver 2 grands soldats américains immenses. Alors moi, je ne sais pas s'ils sont tous grands dans l'armée américaine, mais tous nos soldats à nous, ils étaient grands. Alors 2 grands américains qui arrivent, qui parlaient un tout petit peu français, pas beaucoup. Ils arrivent, figurez-vous, ils arrivent en camion. Oh là 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 là. On les regarde et alors, ils nous disent de monter dans le camion. Nous on dit non, nous on ne monte pas dans le camion. Alors, ils parlaient à peine le français, ils soulèvent les épaules. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors nous, on insiste. On dit, nous, on vient d'Auschwitz et on ne monte pas dans les camions. Ça veut dire que, traumatisés par les camions d'Auschwitz, on ne voulait pas monter dans les camions. Alors, l'un des deux a quand même pas été bête, il nous a balancé comme ça froidement. La guerre est finie. Bon, on savait toutes que la guerre était finie, puisqu'on avait vécu le 8 mai chez les Russes. Mais quand même, quand il a dit la guerre est finie, on a dit il a raison, il n'y a pas d'état d'âme à voir, la guerre est finie, on ne risque rien. Alors on a daigné quand même monter dans les camions. Alors on était monté dans les camions, on a roulé pas mal, on a passé une nuit en route. Et après, on leur a demandé où est-ce que vous nous emmenez. Alors ils nous disent, on vous emmène dans la zone franco-britannique. Oh là là là, quel bonheur! La zone franco-britannique, on allait enfin pouvoir parler français. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est quand on ne peut pas parler, hein. Bon, on va pouvoir parler, c'est la zone franco-britannique. Bon. Alors, on arrive donc à Lunebourg, dans la zone franco-britannique, et là, c'est une petite zone, hein, et là, il y a un major qui est là. Alors le major, il ne nous insulte même pas, et il nous dit, je vais voir s'il y a de la place à l'hôpital de Lunebourg pour vous hospitaliser un peu, pour vous soigner. Oh là 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 là, quand il lui dit ça, alors là, toutes les 3, on se met à pleurer. Hein. On lui dit non, docteur, nous on ne veut absolument pas rester en Allemagne à l'hôpital, nous on veut rentrer en France. Alors il nous dit, écoutez, on ne sait pas combien de temps les trains mettent pour regagner la France. Dans l'état où vous êtes, moi je ne donne pas mon avis pour que vous soyez rapatriés en train. Et nous on continue de pleurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'a quand même pas voulu nous emmener de force à l'hôpital, sûrement. Alors il nous fait une promesse, il n'était pas sûr de tenir. Hein. Et il nous dit, vous voyez en face là-bas, c'est un terrain d'aviation. Bon, nous on n'avait pas remarqué c'était un terrain d'aviation, c'était un pré avec un zinc sur le côté. Bon, il nous dit c'est un terrain d'aviation, on n'a qu'à le croire. Il nous dit, écoutez, si aujourd'hui un avion se pose et est disponible pour aller en France, en avion je veux bien, mais pas en train. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? On risque d'être à Paris ce soir. On s'arrête immédiatement de pleurer. C'est extraordinaire, on peut être à Paris ce soir. On attend. Et en fin d'après-midi, un vieux Dakota canadien se pose, un avion militaire. On voit les soldats qui sortent de la carlingue. Les soldats viennent parler avec le major. Et ensuite, il y a un soldat qui vient vers nous. Et par bonheur, c'était un Canadien français. Alors il vient vers nous, puis il dit, écoutez, on a parlé avec le major. Notre avion n'est pas confortable. Nous, on propose de vous faire voyager en brancard. Oh là là, se faire voyager en brancard, se faire chouchouter, se faire dorloter. On est tout à fait d'accord de voyager en brancard. Alors, on a préparé 3 brancards avec une belle couverture, à faire rouler les brancards dans l'avion. L'avion a décollé. On sera à Paris ce soir, la vie est belle. Bon, d'accord. C'était même pas une demi-heure après. Ce même Canadien, il revient vers moi. Alors, moi, j'ai 15 ans et demi. Ginette, elle a 18 ans. Claudine, elle a 20 ans, il commence par moi. Probablement que mon brancard était plus près, certainement. Alors il vient près de moi, puis il me dit, vous fumez, mademoiselle? Alors là, je suis vraiment embêtée. Hein. J'ai tourné ma langue, je ne sais pas quoi lui dire. Moi, je ne peux pas lui dire que j'ai 15 ans et demi à ce grand beau jeune homme. Pas question. Vous savez, à mon époque, la majorité, elle était à 21 ans. Hein. Je peux vous dire qu'à 21 ans, les garçons, ils ne regardaient pas les filles de 15 ans. Bon, maintenant que la majorité a 18 ans, peut-être qu'à 18 ans, ils jettent un œil. Pas à mon époque, pas question.
Alors, pas question. Alors, maintenant, est-ce que je peux lui dire je ne sais pas fumer? D'après vous, je peux lui dire je ne sais pas fumer? Bah, on ne dit pas des choses comme ça, mais non. Alors, je lui dis, mais oui, bien sûr. Oh là 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 là. Il m'allume une cigarette. Alors, je sais la cigarette qu'il m'a allumée parce que j'ai vu la boîte. Hein. C'est des cigarettes anglaises, des Virginia Players. Alors, je sais la cigarette qu'il m'a allumée, qu'il m'a offerte. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec les cigarettes. Hein. Est-ce que j'ai mordu? Est-ce que j'ai aspiré? Est-ce que j'ai soufflé? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire, j'étais immédiatement incommodée. Hein. Mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais tout de suite... j'étais vraiment très très mal. J'avais envie de vomir, j'avais mal à la tête. J'ai pris la cigarette, je l'ai écrasée sur le bois de mon brancard et je peux vous dire que ça a été terminé. Par la suite, j'ai grandi, hein, après 15 ans et demi, le temps a passé, 16 ans, 17 ans, 18 ans. À chaque fois que l'on m'a offert une cigarette, j'ai systématiquement refusé, ça a été terminé. Alors maintenant, quand je vois fleurir sur tous les murs, parce qu'il dit non, vous en voyez sur les murs, hein, interdit de fumer à Tchatcheville, moi je pense que j'ai été en avance sur mon époque, hein. Moi je ne fume plus depuis 1945. C'est une bonne chose de fait. Alors, bon, après, j'ai repris mon souffle, hein, quand même. Ça a été. Alors, j'ai repris mon souffle, ça a continué. Et au bout d'un certain temps, ce même Canadien est sorti de la cabine de pilotage. Il est venu nous voir, nous étions les seules femmes de l'avion. Hein. Les autres étaient des prisonniers de guerre. Il vient vers nous avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et il nous dit, ça y est, nous sommes en France. Quand on a réalisé qu'on est en France, qu'on survole la France, que sous nos pieds c'est la France, que maintenant c'est pas des chimères, on va vraiment atterrir en France, bah, la libération c'est ça. Hein. J'ai pas été libérée en brouette, j'ai été libérée dans l'avion, dans les airs, au-dessus quand on a survolé la France. Une dernière question. À partir de quand vous avez réussi à témoigner? Quand on me l'a demandé. Non, la première fois qu'on m'a demandé de témoigner, c'était en 88. C'était pour aller à Auschwitz, pour les premiers voyages de lycéennes qui partaient. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne me sens pas capable, parce que je sentais, 43 ans après la libération, mais je ne me sentais pas capable de tourner à Auschwitz. Et puis on m'a répondu, bah, c'est dommage, parce que ça serait utile, tu étais plus jeune que les élèves qu'on emmène. Alors, moi, quand on m'a dit que ça serait utile, j'ai dit bon d'accord, j'y vais. Mais ça s'est assez mal passé la première fois, j'étais quand même vraiment ébranlée la première fois. Bon, et puis l'année a passé, et en 89, les voyages ont continué. Je me suis pas fait tirer l'oreille en 89, et de 89 à 2011, j'y suis allée avec votre région, et avec la région de Paris, et avec d'autres régions, j'y suis allée tous les ans en hiver, puisque les voyages ont toujours lieu en hiver, jusqu'à 2011. Et depuis 2011, bah, je ne peux pas parce que j'ai du mal à marcher. Et Birkenau est vraiment très, très étendu. Et puis, il n'y a pas de banc pour s'asseoir, bien sûr. Alors, c'est pas lié. Voilà. Maintenant, dans les écoles, je ne me suis absolument pas fait prier. J'ai commencé en 90. Avec des camarades? Oui. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'à à la Libération, tous les camps ont fondé leur amicale. Vous avez l'amicale de Dachau, de Ravensbrück, de Sachsen. Tous les camps ont fondé leur amicale parce que les gens ont voulu se retrouver. Donc l'amicale de Suisse, bien sûr, elle a existé. Dès que je suis rentrée de Suisse, j'y suis allée. Et je suis tout à fait... on reste très, très, très en contact. On a d'abord une ou deux trucs par an où on fait une espèce de fête. Et puis à part ça, on est très en contact. On a des réunions et tout, oui, en contact. Parce que le fait... Et alors maintenant, bon, il y a eu une amitié avec ceux qui sont allés là-bas, mais ceux qui se sont connus là-bas et qui ont vécu là-bas, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus fort, quoi. C'est une fratrie importante. Je vous ai dit, moi j'ai quelques camarades encore j'ai dormi dans le même chalet, j'ai dormi avec elles sont encore là. Bien, je pense qu'on peut remercier Madame Grinspan d'être venue cet après-midi avec un peu d'applaudissements quand même.